Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 7e épisode de la saison 7 de Vue du banc, un épisode enregistré à chaud en ce mercredi soir, il est 23h51, le deuxième jour de la première journée de Ligue des Champions vient de s'achever, avec notamment la défaite de l'OM. Pour revenir sur les matchs de ces 2 jours, du mardi et du mercredi, à la fois des clubs français, mais aussi de ce qu'on a vu chez certains clubs étrangers, mes 2 compères, Florent Tonuti de Chronique Tactique. Salut Florent. Salut Christophe. Et Raphaël Cosmidis du Red Star notamment. Salut Raphaël. Salut messieurs. Alors, je vais donner très rapidement le programme. Alors forcément, on n'aura pas l'opportunité, l'occasion de s'attarder longuement sur tout, mais voilà un petit peu ce qu'on va évoquer. On va parler bien sûr des 3 clubs français, Paris, Rennes, Marseille. Raphaël va nous parler de Liverpool et de la Lazio, enfin, en tout cas de ces matchs-là. On verra de quoi il veut nous parler sur les matchs de ces 2 équipes face à l'Ajax et face à Dortmund. Florent va nous parler de la défaite du Real face au Shakhtar. Et je vais dire vraiment un mot, mais très rapide, de Salzbourg et de la Juve. Évidemment. On va commencer par le match de Paris, parce que c'était le match le plus marquant sur le papier, face à un adversaire assez prestigieux, plus que Krasnodar et Olympiakos, avec tout le respect qu'on a pour ces 2 équipes. En plus, c'est un résultat surprise. Florent, tiens, je vais commencer par toi, je vais faire parler Raphaël, qui j'imagine est encore un petit peu frustré de ce match un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de Paris face à Manchester? Match, alors c'est une formule un peu bateau, mais à plusieurs temps, dans la mesure où tu as à la fois les limites parisiennes sur la première période, ensuite ça va peut-être un peu mieux, mais on sait pas trop, tu as des réorganisations tactiques des 2 côtés. Finalement, Manchester, après quand même une assez longue période en jouant les transitions, finit en acculant Paris, en tout cas en dominant la possession et la bataille territoriale. Qu'est-ce qui te reste, alors même plus à chaud maintenant, à tiède ou à froid de ce match? Déjà que par rapport au 8e de finale, il y a pas tout à fait 2 ans, vu que c'était février ou mars 2019, quand Manchester était déjà venu gagner face à ce PSG-là. C'est qu'il y a 2 ans, c'était un hold-up ou presque, alors que là, c'est totalement logique comme résultat, alors que l'écart entre les 2 effectifs n'a pas forcément énormément changé. Certes, il y avait des absents côté parisien, côté mancunien, mais en termes d'écart entre les 2, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes... La même situation. Donc déjà ça, c'est un petit peu inquiétant quand même pour ce PSG. Tu te dis que Manchester United n'a pas forcément énormément progressé depuis 2 ans. Donc ça veut dire quoi de ce PSG-là, qui certes a un début de saison compliqué, beaucoup de matchs, etc. Mais bon, United faisait aussi le Final 8 de Ligue Europa cet été. Ils ont repris aussi la Première Ligue avec des matchs bien plus intenses sans doute que ce qu'a fait Paris, et ils viennent malgré tout gagner. Après, sur le plan de la tactique et en effet de l'affrontement entre les deux coachs, entre guillemets, j'ai l'impression, en fait, quand tu prends le match et les différents plans, c'est-à-dire le plan de Tuchel, sans doute pour éviter de se faire prendre en transition, parce que de toute façon, United avait rien d'autre à proposer, je pense, offensivement, que des transitions avec Bruno Hernandez pour lancer Marcelo Rashford. Le fait que Paris démarre avec ce 4-3-3, ça a permis quand même à United d'aller presser en début de partie, de sortir, aller gêner les sorties de balles parisiennes et faire en sorte que Neymar, Mbappé ou Di Maria touchent assez peu de ballons. Alors Neymar en a touché quand même pas mal, mais United a réussi à plutôt bien le contenir sur le côté gauche. Il a essayé de passer dans l'axe, en faux neuf, dans une situation similaire à ce qui s'était passé face à l'Atalanta. Sauf que sur la fin de la première mi-temps, on n'a pas forcément vu de différence positive. Et puis à la pause, il y a ce changement logique avec l'entrée en jeu de Keane pour mettre Neymar un peu plus bas sans doute et lui permettre de remonter les ballons qui ne remontaient pas jusque-là. Donc le fait que Tuchel réagisse là-dessus, c'est pas mal, et Paris revient bien en début de deuxième mi-temps. Mais derrière, le truc, c'est que Tuchel déclenche son plan B, mais il n'a pas forcément de réaction possible quand United décide de sortir son plan B à son tour, c'est-à-dire un Pogba pour mettre un peu plus le pied sur le ballon et contrôler un peu mieux les sorties de balles, éviter le pressing parisien très haut, qui n'était pas non plus très intense, et surtout ensuite s'installer dans le camp parisien. Et là,
forcément, à 6, c'était encore plus compliqué de récupérer la balle qu'à 7. Raphaël, pour entrer directement dans le vif du sujet, alors en notant déjà, difficile de dire à quel point le changement aurait été effectué sans ça, mais que la sortie de Gay se fait sur blessure, je crois qu'il va être absent quelques semaines, donc à voir si ça n'a pas précipité un plan qui aurait peut-être été dégainé un petit peu plus tard. Oui, je sais pas à quel point on peut donner du crédit ou pas donc, à Tourelle d'avoir fait ça. Mais qu'est-ce qui t'a le plus choqué, embêté, Raphaël, dans le match parisien? Si, alors soit sur l'une des 3 phases, la première mi-temps, la 46e à la 67e d'entrée de Pogba, ou la fin de match une fois que Pogba est entré, ou simplement dans la manière dont, je sais pas, certaines individualités sont comportées, dont le coach maîtrise ou non ses troupes sur le plan tactique. Vas-y, je te laisse faire parler ton cœur. Non, mais ce qui m'a... Non, mais en plus, j'en ai pas vraiment grand-chose à faire désormais, mais c'est toujours un peu fatigant d'analyser les matchs du PSG et de tirer un peu, comme l'a fait d'ailleurs Florent, le même bilan que par le passé. Alors il disait que l'écart s'était resserré entre les deux équipes sans raison particulière depuis le dernier match en mars 2019, et je suis un peu d'accord. Et quand il disait qu'United n'avait pas forcément renforcé son effectif, alors il y a quelques ajouts importants quand même sur Bruno Fernandes, sur Van de Beek qui n'a pas encore trouvé sa place, mais quelques noms qui ont changé. Mais surtout, tu as l'impression que Martial et Rashford ont pas mal progressé quand même. Alors, Fred était-il là en 2019 déjà? Il me semble que oui. À vérifier. Il était dans l'effectif, j'en suis sûr. Ouais. Je sais plus s'il joue les matchs par contre. Je sais plus. J'ai regardé tout à l'heure en plus, j'ai déjà oublié. Mais voilà, c'est d'un côté, tu as Martial et Rashford qui semblent quand même faire des progrès, s'améliorer. Il y a toujours du déchet chez les deux. Martial fait pas un grand match, Rashford fait surtout une bonne deuxième. Mais il se comporte, je trouve, individuellement en respectant un certain cadre collectif. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est pas encore vraiment le cas du côté de Neymar et Mbappé, et que ça ne le sera jamais, en tout cas avec ce coach. Et c'est récurrent. Il y a eu une espèce, je fais souvent la faute, je m'excuse, une espèce de parenthèse enchantée avec le Final 8 où finalement il y a 2 matchs où ça s'est bien passé, c'est l'Atalanta et Leipzig sur certaines phases de jeu, certaines séquences, même si l'Atalanta c'est beaucoup de Neymar et peu d'autres choses. Mais Leipzig, il y avait eu des bonnes choses, un pressing haut, un pressing à la perte, vraiment des séquences qu'on n'avait pas vues de manière régulière du côté du PSG. Et là, tu retombes dans tes travers. Alors, est-ce que ça se nuance par une préparation physique particulière? Peut-être, mais le PSG n'est pas le seul club à avoir eu cette temporalité-là, et j'ai l'impression que le Bayern, ça les empêche pas de presser haut et de presser à la perte de balle sur les derniers matchs. Je ne sais pas pourquoi on donnerait l'excuse au PSG alors qu'on ne la donne pas au Bayern, ou qu'on ne la trouve pas au Bayern, notamment quand ils ont perdu contre Hoffenheim. Franchement, c'est plus la redite des analyses qui me fatigue que le match en lui-même, tu vois. C'est vrai qu'on a vu le même match du PSG combien de fois depuis que Tuchel est là en Ligue des Champions, ou dans les gros matchs, que ce soit en championnat aussi. J'ai l'impression qu'on l'a même un peu vu sous Emery par certains aspects, pas par tous, mais une certaine redite de quelques points qui est un peu embêtante, quoi. Mais t'avais l'impression qu'Emery le subissait surtout parce que la première saison qu'il fait, Neymar, Mbappé sont pas là, c'est Draxler, Di Maria, Cavani qui font un énorme match sur le plan défensif contre le Barça à l'aller. Bon, ça s'écroule sur le match retour, on va pas revenir encore une 150e fois sur ce match. Mais que la deuxième saison, finalement, on lui avait mis Neymar et Mbappé entre les pattes et entre les mains, et genre, vas-y, débrouille-toi, essaie de les faire jouer ensemble. Là, Tuchel, ça fait, depuis qu'il est arrivé, il n'a eu cesse de les chouchouter, de les débrosser dans le sens du poil. Et pour autant, dès qu'on en revient aux séquences de la saison, où on n'est pas encore en quart de finale, en demi, etc., tu retrouves les mêmes travers, et tu retrouves une équipe qui défend à 7, voire à 6, une équipe qui n'est pas équilibrée, une équipe où individuellement les choix sont faits même pas à l'instinct, mais plus au kiff. Je me rappelle d'une perte de balle de Neymar qui a 1 contre 2 dans son camp en deuxième période, qui commence à perdre de la lucidité, plutôt que jouer face à lui, il essaie de se retourner en 1 contre 2. Bon, en même temps, d'un autre côté, offensivement, tu lui demandes de faire des miracles, donc est-ce que tu peux le cadrer sur certaines prises de balle quand tu lui demandes sur d'autres de faire ce qu'un autre joueur au monde, à part 2 ou 3, sont capables de faire? Voilà, t'as l'impression qu'il n'y a aucun progrès, que ce soit collectif ou individuellement. Finalement, le seul mec qui me fait plaisir sur ces matchs-là dernièrement au PSG, c'est Kimpembe, parce que Kimpembe est plutôt performant sur le plan individuel, mais sinon sur le reste, c'est de la lassitude en fait. C'est que il y a eu quelques parenthèses enchantées. Je disais le Final 8, il y a eu les matchs contre Naples et Liverpool en poule, mais là, finalement, ça fait depuis ce pré-match contre Manchester que ça ne change plus.
On va pas mal s'appuyer sur les questions, je pense, parce qu'il y a forcément cet aspect lassitude qui fait qu'on aura peut-être le risque de tourner en rond, notamment une question de Arthurigno 11, mais frappe José, qui me rappelle l'existence de José Cobos, qu'on salue. À quoi ça servirait de changer de coach, vu que c'est le profil des joueurs qui coupe l'équipe en deux, Florent? Est-ce que tu penses que c'est une fatalité à partir du moment où tu as ce 11-là? Enfin, en tout cas, pas forcément ce 11, mais ces profils offensifs-là. Est-ce que tu peux les faire défendre? Est-ce que tu peux garder un bloc ou pas avec notamment Neymar Mbappé, même s'il n'y a pas que eux sur le terrain? Je pense en effet que c'est l'effectif et la construction de l'effectif, c'est le premier problème. Quand tu vois la plupart des équipes qui ont associé des superstars, il y en a eu quelques-unes quand même ces dernières saisons, elles ont toujours réussi à trouver un équilibre, mais qui faisait en sorte que ces superstars n'étaient pas forcément très, très actives à la perte de balle. Le Real, dans mon souvenir en tout cas, le Real d'Ancelotti, quand il va chercher la décima, t'as Ronaldo, Benzema, t'as Bale qui défend encore un peu sur le côté, je crois à l'époque. Ça défendait peut-être en 4-4-2 Oui, à plat, avec Di Maria à gauche et Bale à droite. C'était un 4-3-3 qui devenait 4-4-2, ouais. Ouais, c'est ça. Et Benzema, Ronaldo devant. Ouais. Mais c'était un Real très fort sur des situations surtout de transition à l'époque. C'était pas forcément un Real qui allait chercher à avoir la possession comme le PSG là, mais souvent et parfois par défaut. Quand tu prends ensuite l'évolution de ce Real là, les années suivantes, c'est Ronaldo, Benzema, et derrière ça court quand même pas mal. Donc côté Paris, oui, il y a un équilibre à trouver. Le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que Di Maria n'a plus forcément l'envie ou les jambes de faire ce quatrième qui va revenir défendre. Neymar l'a fait quand il était au Barça. Il revenait côté gauche pour bloquer le couloir et laisser Messi Suarez devant. Paris a besoin de trouver, je pense, un équilibre comme ça, avec derrière les deux stars en 4-4-2. Maintenant, le problème, c'est aussi la qualité des joueurs que tu mets derrière. Il y a quand même des gros manques au milieu de terrain. Danilo Ander sur ce match, bon, tu vas pas, c'est pas un milieu de quart de finaliste ou de demi-finaliste de Ligue des Champions non plus. Même si tu as les deux attaquants devant qui ont le niveau lorsqu'ils l'ont, ils l'ont pas tout le temps non plus. Donc c'est quand même très compliqué. Je pense en effet que la construction de l'effectif parisien est une des bases du problème et que là, alors que ça commence à parler de remplaçant à Tuchel, je me dis que si Paris, et je l'espère pas, va chercher Allegri, il se construira sans doute un truc avec les deux devant et puis deux lignes de 4 qui vont apprendre à défendre et à peut-être se projeter de temps en temps pour les accompagner sur certains circuits, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Mais quand je vois que ça parle de Pochettino, j'adore Pochettino, mais s'il doit arriver à Paris avec toujours Neymar, Mbappé dans l'effectif ensemble, je pense qu'il se heurtera au même problème que Tuchel. Ouais, non, mais c'est ce qu'on se disait sur Facebook tout à l'heure, Flo, c'est que si tu prends Pochettino, tu vends un des deux, sans doute Mbappé, tu les trajectoires des deux et les envies des deux, et puis tu as vraiment un mec autour de qui construire, mais si un mec fait moins les efforts et que tous les autres les font, ce sera peut-être un peu plus cohérent, sachant que Pochettino est vraiment attaché à une idée de pressing. Parce que tu parlais des équipes qui... t'as parlé du Real, t'aurais pu citer le Barça 2015 aussi, qui était dans la même idée, avec les trois qui défendaient pas beaucoup devant. Mais les derniers vainqueurs, le Bayern et Liverpool, c'est des équipes où, par contre, les lignes offensives travaillent énormément. Et ils n'ont pas les mêmes statuts médiatiques, mais Lewandowski, Müller, Gnabry, Sadio Mané, Salah, Firmino et compagnie. Mais force est de reconnaître que ça fonctionne. Et bon, alors le PSG est allé en finale, donc tu peux te dire ça fonctionne aussi, mais ils sont allés en finale en défendant, en ayant des joueurs qui défendent devant, et c'est tellement pas dans leurs habitudes. En fait, c'est ça qui est regrettable, c'est que tu te dis, ok, on a fait un parcours, on va en finale, on a vu comment on est allé en finale et grâce à quoi, est-ce que maintenant on va comprendre ce qu'il faut qu'on fasse? Et non. Et on retrouve le PSG d'avant, et ça me fait penser, Christophe, à ce que faisait Cleveland à une époque avec LeBron James et Kyrie Irving, où finalement ça défendait qu'à partir du deuxième tour des playoffs. Oui, c'est ça. Sauf que j'ai l'impression que dans le foot, c'est quand même plus difficile à mettre en place et t'as quand même moins de marge. Là, t'es saison régulière du NBA, t'as 80 matchs pour y arriver et faire premier, deuxième pour avoir l'avantage terrain. Et là, le PSG, dans la poule où ils sont, ça va encore, tu vois, mais bon, t'as pas beaucoup de marge non plus, surtout vu l'enchaînement des matchs. Là, t'as 3 matchs en 3 semaines. Et puis, sur ce que vous disiez sur l'équipe coupée en deux, alors beaucoup de respect pour Mbappé, Di Maria, Neymar, mais quand le Barça le fait avec Suarez, Neymar, Messi,
en plus dans la forme qu'ils avaient à cette époque-là. Disons, ça en fait pas une règle qui fonctionne parce que les trois à ce niveau-là à cette époque étaient tellement forts qu'au final tu peux pas reproduire ça parce qu'il faudrait des joueurs de ce même niveau-là, et je vais pas dire que c'est unique dans l'histoire du foot, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que Et Neymar était le 3e meilleur en plus. Bah oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, des attaquants ayant le niveau de Suarez à cette époque-là, je sais pas, dans l'histoire du foot, on a peut-être 10, 12, 15, quoi, grand maximum. De niveau de Messi, t'en as 0, 1, 2. Du niveau de Neymar, t'en as aussi pas beaucoup. Enfin bref, tu dois remonter sur certaines équipes, type Real de Di Stefano, Puskas, etc., pour avoir une telle constellation de talents. Je pense que le Real en avait moins sur le plan offensif. Enfin, Ronaldo, Bale, Benzema, c'était aussi très très fort, mais je pense qu'ils étaient surtout mieux équipés derrière au milieu pour durer. Mais enfin, les saisons de ces trois-là et les statistiques, c'était totalement lunaire, et tu peux pas faire de ce cas-là, je pense, un modèle duquel t'inspirer. Autre chose dont j'avais envie de parler, Raphaël. Non, oui, pardon, je soufflais parce que je me disais un truc, c'est que quand tu vois les accomplissements de Mané et Salah ces dernières années, est-ce qu'à un moment, mais ça c'était juste de l'énervement, notamment en tant qu'éducateur, Neymar et Mbappé pourraient pas se dire, est-ce que franchement notre statut est si différent d'eux, et est-ce que ça justifie que nous on défende pas et eux oui? Tu vois, à un moment, je veux dire, t'as l'impression que quand on en parle, on met Neymar et Mbappé très très haut, et que Mané et Salah ils doivent défendre parce qu'ils sont un peu moins forts offensivement. Mais est-ce que vraiment ça se vérifie sur les grandes compétitions depuis 2-3 ans? Non, mais le problème, c'est ça que je trouve aberrant, quoi. Le problème, c'est que ça se vérifie sans doute, et là tu sors du foot, mais ça se vérifie sur leur statut dans le club. Oui, non mais voilà, c'est Voilà, ça. C'est ça, hein. Et le souci, et comme tu le disais, Flo, on aura le même souci tant que le coach sera pas placé au-dessus des joueurs. Ou qu'il y a un joueur qui cadrera les autres. Tu vois, quand on Oui, parlait ça, c'est, cet après-midi ouais. des discussions, qui en regrettait. Christophe me demandait si je regrettais Emery, je disais non, mais plus Ibra en fait. Parce que je pense que tu mets, je sais pas, tu remplaces Neymar par Ibra, je pense que Mbappé il défend dans le couloir. Ou alors faut vraiment qu'il soit très 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 bon pour que l'équipe accepte de courir pour les deux, et que Ibra se dise ok, bah on va être deux à pas courir, ce qui veut dire que peut-être que moi je vais devoir courir un tout petit peu plus, tu vois. Enfin je sais pas, mais il y a vraiment bah, ça se voit depuis 2-3 ans de toute façon, quand l'un réclame des responsabilités et que l'autre veut partir tous les étés, forcément à un moment tu te plies tellement en quatre pour que les deux restent et soient bien, que derrière tu peux plus rien faire. Raph, tu m'offres une belle transition. Ah. Alors, j'ai eu l'opportunité d'en avoir 5-6 et à chaque fois ça rebondissait. Donc là, je saisis la 7e pour partir dans une certaine direction, la direction des milieux, puisque tu parlais de Zlatan qui aurait pu cadrer tout ça. On évoquait aussi le nom de Mota, alors qui maintenant en plus est devenu coach, donc tu peux pourquoi pas l'imaginer coach, mais Mota c'était avant tout dans l'imaginaire et sur son âge pour l'instant le joueur, en attendant de voir ce que devient l'entraîneur. Et au-delà du cas de Mota qui je pense serait utile sur le terrain, je me demandais combien de clubs visant la Ligue des Champions, en tout cas visant un parcours minimum quart de finale, on va dire, ont pu aligner, même sur un match, je vais pas dire sans enjeu, mais un premier match de Ligue des Champions qui n'a pas encore un enjeu à la vie et à la mort, un milieu aussi peu créatif et aussi peu habile sous pression que Gay, Danilo, Herrera. Alors bien sûr, on va... T'as la blessure de Verratti, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, il y a la blessure de Verratti. C'est embêtant, mais c'est l'un des trois. Là aussi se pose la question de l'effectif. Ouais, la Juve, si Pjanic était blessé. La Juve d'Allegri. Non, j'allais dire la Juve d'Allegri, il a peut-être fait une fois ou deux, ouais, quand Pjanic était pas là. Mais là aussi, c'est pas forcément enfin, tu vois, ça peut s'entendre le fait de ne pas construire ton milieu avec forcément des joueurs habiles sous pression. Mais là aussi, Raphaël ou Flo, enfin celui qui veut, ça va pas forcément là aussi dans le sens de l'évolution du foot. C'est-à-dire que même quand t'as des 8 qui travaillent beaucoup, t'as toujours ton 6 qui est capable de résister à la pression. Alors bien sûr, on va me dire que Verratti était blessé, mais n'empêche que il est tellement souvent blessé malgré tout que je sais pas, je m'interroge quand même parce que ça contribue quand même à ta construction de projet de jeu collectif sur un match, de pas être capable de relancer proprement sans devoir sauter des lignes et sans que Neymar soit obligé de redescendre très bas. C'est là que je laisse Raphaël enchaîner et je fais un petit teaser pour le match entre Rennes et Krasnodar. Mais quand tu vois les deux milieux, tu te dis que Rennes était mieux armé pour résister à la pression que le PSG au milieu de terrain. Non, mais du coup, j'étais en train de réfléchir à qui était le dernier grand milieu recruté par le PSG depuis... Alors, Verratti, c'est 2012. Je crois que Mota et Verratti, c'est le même mercato, d'ailleurs, les deux. C'est possible, ouais. Matuidi et Djala. Et depuis... Alors, il y a eu la tentative Paredes qui devait être un peu le successeur à Mota, notamment par sa capacité à casser des lignes, mais qui n'a pas la même... Alors que casser pourtant... des bouches, plutôt, maintenant. Ce que Mota pouvait faire aussi, mais plus discrètement. Oui. Ouais. Mais il devait être ce gars qui allait résister sous pression, qui allait orienter le jeu. Bon, finalement, il n'arrive pas à le faire aussi bien qu'il le faisait à Empoli.
c'est dommage parce qu'Empoli, quand tu regardes les images, le mec, c'était incroyable. Mais du coup, je réfléchissais à qui étaient les milieux recrutés par le PSG depuis cette époque. Et quand je parle de milieu, je parle pas de milieu offensif, Draxler, Sarabia, compagnie. Je parle vraiment de milieux qui peuvent jouer 6 ou 8. Cabaye, Et Tiac, Rafinha, C'est là, vrai. depuis peu. ouais, mais il Stambouli. n'y a aucun, il y a pas de, Stambouli, ouais. enfin, il y a aucun joueur enfin, quand je dis international, il y a aucun joueur où tu me dis est-ce qu'il est titu dans une équipe en quart de finale de Ligue des Champions, tu vois. Et celui qui devait prendre le relais et progresser, c'était Rabiot. Et il est parti gratuit. Bon, il est parti gratuit. T'as pas réussi à le convaincre de jouer plus bas sur le terrain. Bon, maintenant, d'ailleurs, à la Juve, tu vois son match, c'est son dernier match et ses matchs en équipe de France. Bon, c'est pas beaucoup plus convaincant quand il joue relayeur. Mais du coup, ouais, ça fait quand même quelques années que tu es tellement sur l'idée de à la fois consacrer tes finances au recrutement de ces deux-là et derrière assurer le fait qu'ils restent et qu'ils soient bien au club. Oui, mais ça, on aurait pu l'analyser l'été dernier. Mais en effet, ça c'est lié à tellement de choses, en fait, cette performance du PSG. Tu peux pas dire, ouais, c'est Tourelle qui a mal préparé le match ou c'est machin qui a pas été bon. C'est que c'est le résultat de toute une construction qui n'a pas trop de sens depuis... en fait, depuis le craquage mental après la remontada. Ça a donné naissance à un site dont on n'entend plus trop parler. Mais depuis, enfin, je trouve que cette défaite, autant il y a des défaites qui te servent, autant cette défaite a fait énormément de mal au PSG en termes de stabilité à l'intérieur du club et de construction d'une hiérarchie, d'un effectif, du rôle du coach, de son pouvoir. Sur le moment, c'est très bien. Tu fais venir Neymar, Mbappé, tu dis ça va être fantastique. Et c'est deux joueurs énormes et peut-être sur le plan individuel 2 des 5 meilleurs joueurs du PSG. Mais dans l'histoire, je parle, vraiment plan individuel. Je sais pas qui tu pourrais mettre à la même hauteur. Rai, Ronaldinho, Suzic, Ibra. Bon, voilà, ils sont peut-être pas dans les 5, mais dans les 10. Mais par contre, combien il y a de grandes performances collectives du PSG depuis qu'ils sont arrivés contre des gros? Voilà, on va laisser la question en suspens, on va pas essayer de répondre, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas mal de questions qui se rejoignent, alors je vais vous en lire 2 là par exemple, un peu à la suite. Une de Jérémy BVT 1610. Qu'est-ce que doit changer le PSG pour se rééquilibrer collectivement? Enlever un des 3 devant de ce soir, repositionner un joueur, changer le système de jeu. Et il y en avait une autre de Baptiste Vigneron. Tourelle s'inspire-t-il de Deschamps avec un milieu avec des joueurs au profil plutôt défensif, pas très créatif, et compter sur les contres avec Mbappé, Neymar donc à la place de Griezmann, pour faire la différence, à la différence près que Mbappé marque avec Deschamps? Alors je pense que vous allez me dire non sur le fait que Tourelle s'inspire de Deschamps, mais est-ce qu'il fait pas du mauvais Deschamps finalement par certains côtés? Je sais même pas si tu peux le rapprocher de Deschamps, parce que avec Deschamps, il y a quand même une notion où tout le monde à peu près réussit à défendre et est impliqué dans le volet défensif. Il fait du mauvais Luis Enrique, si tu veux, pour reprendre l'exemple du Barça 2015, où en effet, tu laisses un peu les 3 devant, et puis derrière, ça doit se débrouiller. Le problème, c'est que à l'époque, ce Barça-là, déjà, comme tu le disais, c'était quand même bien meilleur. Messi, Suarez, Neymar, c'était des mecs qui étaient au sommet de leur art, et surtout le 4+3. Voilà, 4+3 était quand même beaucoup plus solide. Et Raph, tu parlais du milieu, et tu peux aussi ajouter la charnière centrale. Enfin voilà, sur le match d'hier, Diallo, Kimpembe fait un match compliqué alors qu'il avait été quand même assez bon, voire très bon lors du Final 8 et depuis le début de la saison. Mais voilà, Diallo, Kimpembe, Florenzi, c'est pas des mecs qui peuvent s'en sortir sans être un peu protégés devant. Et si le milieu arrive pas à écoper, c'est pas cette charnière-là qui va tout te renvoyer, quoi. Sachant qu'en plus, t'as perdu Thiago Silva, qui était quand même ton gars pour contrôler une surface bas et gérer un peu tout le monde. Il avait quand même cette expérience-là depuis pas mal de temps. Mais là, en plus, tu as une défense très jeune. Tu as des mecs sur les côtés qui sont pas forcément des mecs très fiables défensivement. Ça rend quand même le fait de défendre de cette manière-là de plus en plus... disons que ça renforce la difficulté du truc. Mais à la différence des 7+3 ou 4+3+3 du Real et du Barça, Messi, Benzema, Ronaldo, Suarez, Neymar, etc. avaient pas besoin de descendre très très bas pour retrouver le ballon, puisque tu avais quand même des mecs qui pouvaient le ramener. Le Barça 2015, c'est Busquets, Iniesta, Rakitic de 2015. Donc c'est des mecs qui, enfin Rakitic l'année d'avant est meneur de jeu assez vite, t'as Iniesta et Busquets, je vais pas les présenter, qui sont capables d'amener le ballon assez haut, qui sont les transitions, sont capables de trouver ces bonnes lignes de passe. Et du côté du Real, le milieu de 2014, c'est Di Maria, Xabi Alonso et Khedira.
Je pense que c'est ça. me Ouais, semble que- sans Sachant doute. que Khedira est blessé à un moment, mais effectivement, oui, ça doit Il me ressembler à semble peu que près c'est à à peu ça. près ça, avec un Isco qui vient d'arriver et qui est dans la rotation, parce que lui entre en finale, il me semble d'ailleurs, en finale de 2014. Donc... Oui, dans ma tête, c'est lui qui fait un peu basculer la Ah bah finale. j'oublie Modric aussi, Pas que, hein. qui était déjà là, tu vois. Donc c'est Xabi Alonso, Modric, Di Maria, je pense, le milieu à l'époque. Donc c'est quand même des mecs qui, pareil, peuvent te remonter les ballons et t'as pas besoin de décrocher comme le fait Neymar très très bas. Et du coup, Flo parlait de 7+3, mais en vérité, c'est quasiment un 7+1+2 maintenant le PSG. Et encore quand Mbappé décroche pas en même temps. Parce que celui qui a le plus pris la profondeur pendant, je pense, 30 minutes, voire 40, c'est Di Maria. En deuxième, on a vu un peu plus Mbappé dans la profondeur parce qu'il s'est décalé couloir gauche quand Kiné est entré. Mais du coup, tu te retrouves, comme le disait Flo, à demander à un mec de 32, 33 ans, Di Maria, d'être à la fois celui qui défend le plus et celui qui va le plus prendre la profondeur pour s'adapter aux deux autres autour de lui. Donc c'est beaucoup de problèmes qui existaient déjà et que le succès dans le Final 8, parce que c'est quand même un succès d'arriver en finale avec ce parcours, n'a pas fait progresser, quoi. Tu restes sur tes erreurs, c'est ça qui est regrettable. Alors tu peux pas changer grand chose parce que t'as pas les sous pour avec ton mercato combler tes manques, mais collectivement t'as pas besoin de, enfin t'as pas d'outils. T'as pas d'outils collectifs pour compenser tout ce qui te manque individuellement. Alors que d'autres équipes avec des joueurs beaucoup plus faibles, et même plus faibles que des Herrera, Pereira et Gay, arrivent à faire quelque chose en Ligue des Champions. 2 questions où je vous demande de faire une réponse très courte, pourquoi pas en 1 ou 2 mots. La première pour toi, Raphaël Disma, qui était avec nous sur le dernier épisode des 120. Quel épisode n'importe quoi. Quel défenseur vous inspire le moins confiance entre Kehrer et Diallo? Je n'ai pas vraiment d'avis. Parce qu'en plus, la Diallo a joué axe droit alors qu'il est gaucher. Ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs, que ce soit pareil pour les droitiers axe gauche, mais encore plus pour les gauchers axe droit, parce que les gauchers sont vraiment plus rarement ambidextres que les droitiers. Non, mais je sais pas, faudrait revoir Diallo plus souvent à ce niveau, parce qu'il a pas souvent joué les gros matchs du PSG. J'ai pas grande confiance en Kehrer, mais on l'a surtout vu latéral droit lors de l'épopée d'août. Je sais pas si Flo a un avis là-dessus. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que t'as pas d'avis parce qu'aucun des deux ne joue à son poste. Bah, Kehrer, on l'a pas vu axe droit pas beaucoup vu axe droit sur des très gros matchs. Et Diallo, on l'a pas vu quasiment du tout sur des gros matchs. Là, on le voit, il est pas particulièrement mauvais, donc je sais pas trop quoi en penser. Bon, on va passer à une autre question de Monsieur Lee. Alors, il y en a plusieurs, j'en gardais une, parce que sinon l'épisode va faire 4h43. Tourelle a-t-il fait progresser un joueur du PSG depuis son arrivée? Est-ce qu'il en a fait régresser, par contre, aussi progresser, Là, je pense aux 11. Alors, Florenzi vient d'arriver. Kurzawa, non, je ne pense pas. Ouais. Navas est arrivé très bon. Il a fait progresser Marquinhos par la force des choses en le faisant jouer milieu, parce que du coup, il a dû apprendre à faire d'autres choses. Oui. Ou apprendre à faire des choses. Après, tu peux évoquer aussi le changement de statut ou de dimension, comme tu veux le dire, de Kimpembe, mais est-ce que c'est vraiment Tourelle ou est-ce que c'est pas un changement assez naturel par rapport à l'évolution classique du joueur, quoi? C'est pas non plus une montée fulgurante de niveau dû à des nouvelles choses qu'il a dû faire sur le terrain. Et le fait qu'un mec de 23 ans soit généralement meilleur qu'à 20 ans, enfin je sais pas si exactement 23, voilà l'évolution classique. Un peu plus même, je crois. Mais... C'est la 25, ouais. Après, ça dit aussi la difficulté de savoir qui a apporté quoi à quel joueur, tu vois. C'est très compliqué de savoir, même quand t'es éducateur, de savoir si c'est grâce à toi qu'un petit a progressé, ou qu'un grand d'ailleurs, ou si c'est juste dans son développement naturel, tu vois. Parce que le mec s'entraîne tous les jours avec des joueurs de bon niveau, donc... Enfin, t'es pas là à avoir drivé et dit chacune des choses qu'il a apprises. Très souvent, tu vois un joueur qui a appris un truc, tu fais « Ah bon, bah il l'a appris au fur et à mesure, mais j'avais pas forcément insisté là-dessus auprès de lui. » Ouais. Mais c'est vrai que par contre, j'ai l'impression que cette question, on se la posait déjà à l'époque de Blanc et déjà à l'époque d'Emery, quand même. Donc, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes trucs qui ressortent par rapport au PSG. Oui. Je te sens un petit peu bougon, Raphaël. Donc, non, mais pas bougon, mais parce que je trouve que en fait, j'ai pas l'impression que les gens dans ce club soient conscients qu'ils vont laisser, malgré les titres et tout ça, et la trace médiatique, etc., qu'ils vont laisser en fait une sensation un peu amère sur toute cette époque 2017-2020. Tu vois, quand on se souviendra du PSG dans 10 ans de cette époque-là, je pense que le sentiment, ce sera quel gâchis, en fait. Et bon, on va arriver à la demi-heure. Ou quel fader.
Comme on va arriver à la demi-heure, j'ai reposé 2 petites questions sur le match. La première pour toi, Flo, de FUSDP DESDES. Je ne sais pas trop interpréter cette voilà, FUSDP DESDES. Bon voilà, on le salue. Pourquoi le PSG a finalement pris des buts sur attaque placée malgré le nombre de transitions subies? Revenir un tout petit peu sur le match face à Manchester. Mais c'est très simple parce que United, pendant pas mal de temps, a dû composer avec une paire Rashford-Martial qui a gâché pas mal de transitions qui leur étaient offertes, notamment celle en début de deuxième mi-temps là, avec où il y a une sortie de balle côté droit de United, ça lance Rashford et Rashford doit la donner à Martial qui est à l'opposé. Je crois que c'est Diallo d'ailleurs qui est entre les deux, il me semble, qui est le dernier joueur en couverture. Et Rashford rate totalement sa passe. Et voilà, United a juste eu en effet beaucoup d'opportunités de transition, mais la majorité de ces opportunités-là ont été gâchées par des mauvais choix ou des erreurs, des approximations techniques, on va dire, des deux de devant. Je pense que ça va pas beaucoup plus loin. Ah. Et à la fin, ils sont bons sur attaque placée parce que ils se retrouvent face à un PSG qui n'arrive pas à les maintenir sous pression dans leur moitié de terrain, qui n'arrive pas à récupérer haut. Et à partir du moment où ce PSG en 4-2-3-1, avec 4 mecs qui défendent pas devant, ou qui font semblant en revenant, mais sans mettre trop de pression, à partir du moment où ces mecs-là ne récupèrent pas la balle dans les 40 mètres adverses et que tu arrives à aller dans les 40 mètres du PSG, bah là, tu as tout le temps de placer tes attaques et face à 6 ou 7 défenseurs, et c'est d'ailleurs ce qui arrive sur le but. Et Celui qui a fait le plus de courses de repli ou qui a le plus d'efforts à la perte de balle, c'est Keane, je trouve, en deuxième flow, qu'on a vu quelques fois cravacher. Pour parler un peu du match, pardon Christophe, parce que je suis parti sur le PSG est tellement répétitif que je suis parti un peu plus loin du terrain. Faut quand même préciser que les performances de certains Mancuniens ont été très bonnes. Fred et McTominay au milieu, mais tu pourras en parler aussi Christophe, tu as vu le match comme nous. Et Rashford sur sa deuxième période, qui a montré toute sa panoplie. Je trouve vraiment ultra complet. Alors en dehors du terrain, il a fait des grandes choses aussi cet été en poussant pour que les repas des jeunes Anglais soient financés, notamment des familles pauvres, alors que le but c'était de les supprimer. Bon, ça n'a pas de rapport avec le terrain, mais ça le rend sympathique. Mais voilà, sur le terrain aussi, je trouve ultra complet. Dans l'élimination, il est quand même très très fort. Tu vois, on parlait beaucoup de Mbappé pour l'instant depuis le début du podcast, où Mbappé était à 17-18 ans très très fort dans le 1 contre 1, dans la variété des dribbles, et je trouve qu'il l'est un peu moins aujourd'hui. Je trouve que Rashford, à l'inverse, s'est amélioré pas mal là-dessus. Et puis sa qualité de frappe, de vitesse. Alors il a mal joué des transitions comme l'a dit Flo, mais vraiment dans sa génération d'attaquants ultra complet, je trouve qu'on risque de le voir quand même très souvent et très haut. Et j'espère pour lui que si c'est pas Manchester, il lui trouvera un club où il pourra jouer ses parcours de Ligue des Champions, parce que du coup on l'a pas vu du tout ces dernières années dans cette compétition. Je vais dire, pas dans les matchs très importants. Je vais dire ce que tu nous avais dit, alors c'est pas en off mais par écrit, à savoir que tu étais presque alors je sais plus comment tu avais formulé ça, mais qu'en gros le Real pourrait se poser la question de savoir s'il doit vraiment aller sur Mbappé ou s'il ferait pas mieux de prendre Rashford. Oui, bah après Mbappé est médiatiquement plus fort et puis il est français, donc Zidane forcément a plus envie d'aller dessus. Il a quand même un CV un peu plus impressionnant que Rashford sur les grands matchs, notamment avec la sélection. Mais je trouve que Rashford sait faire autant de choses, peu moins bon dans les déplacements dans la profondeur. Il a des grosses qualités de vitesse, mais il est moins intelligent dans sa façon d'attaquer la profondeur, dans les appels contre appels, il a moins de qualité là-dessus. Mais sur tout le reste, à la fois il peut jouer sur tous les postes de l'attaque, que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe. Peut-être un peu plus sur les côtés que dans l'axe, d'ailleurs, comme Mbappé à certains moments, où ça dépend avec qui il est accompagné. Mais ouais, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'Anglais qui s'exportent, mais vu que quand t'es à United, je vois pas où tu peux aller d'autre en Angleterre, et qu'United n'est pas parti non plus pour redevenir un des 3-4 meilleurs clubs d'Europe dans les 3 ans à venir. Voilà. Bon, après, on fera un podcast spécial Mercato, directeur sportif, où on l'enverra pour 198 millions au Real ou je ne sais où. Mais je me pose la question vraiment de comment faire pour que sa carrière soit pas gâchée par l'état de son club. Question justement, alors assez large, mais Flo, ça va permettre de parler de Manchester, de Yonko Vicius. Manchester peut-il viser les quarts de finale? Alors, je pense que beaucoup de clubs peuvent aller en 8e, et ensuite il suffit d'un bon tirage pour tomber sur l'un ou des deux passagers plus ou moins clandestins, en tout cas équipe abordable, sur qui tu peux tomber en 8e, tu te retrouves en quart sans forcément. Tu vois, l'Apoel, à l'époque, le club chypriote avait fait un quart de finale, donc c'est pour dire que c'est pas du tout inabordable pour Manchester. Mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe effectif qui, selon moi, reste quand même assez mal construit? Enfin, tu vois, quand je vois Van de Beek rentrer, mais tu sais pas trop à quel poste il va jouer, si déjà t'es pas forcément
en capacité de faire débuter Pogba. Enfin voilà, c'est déjà une situation un petit peu spéciale quand tu as McTominay à ce niveau-là. Face à des gros adversaires, tu te demandes un peu à quoi il sert et pourquoi il a été recruté. Mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Est-ce que tu la vois dans le top 4 de son championnat, par exemple, et jouer un rôle en Ligue des Champions, sachant qu'on avait aussi une question de je ne sais plus qui, de Luc Barraf, qui nous demandait si Paris avait les capacités de réaliser l'exploit de ne pas passer le premier tour, parce que le troisième club, c'est Leipzig. Je pense que Paris est quand même plutôt à l'abri, mais Leipzig a des certitudes qui sont peut-être moins d'individualité, mais des certitudes collectives qui me semblent supérieures à Manchester, donc t'es même pas forcément sûr d'aller en huitième. Ouais, non, c'est sûr que par rapport à la première question sur la capacité d'United à aller en quart, ça va évidemment se jouer par rapport à la double confrontation face à Leipzig, parce qu'en plus, il me semble que c'est dès la prochaine journée, donc tu auras peut-être une idée déjà là, lors de leur réception de Leipzig, sur leur capacité à franchir cette phase de poule. Après, Leipzig a un modèle collectif beaucoup plus abouti, mais un côté erreur et ballon donné à l'adversaire que United peut être capable de punir, je pense, en transition. Maintenant, United, c'est aussi la même équipe et la même défense, entre guillemets, qui a pris 6-1 face à Tottenham dans un match absolument ridicule. Donc, c'est quand même assez difficile de se prononcer à l'heure actuelle, je pense, sur cette équipe. Et même lors du match, moi je les avais vus face à Brighton en début de saison, ils s'étaient fait balader. Le match avec 5 ça poteaux, m'était là. tiré de manière assez... C'est le match avec 5 poteaux, il me semble, dont 3 pour Trossard. C'est ça, ouais. Et, et Brighton s'incline 3-2 en fin de match, alors qu'ils ont vraiment tout fait pour mettre United en grande difficulté. Et même chose, si tu reprends la demi-finale de Ligue Europa face au FC Séville, tu as une équipe de United qui est plus forte sur certains points, notamment physiquement et notamment grâce à certaines individualités. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que les autres. On peut penser à Rashford, Martial, par exemple. Mais tu sens que cette équipe, si tu arrives à la priver du ballon et à t'installer au milieu de terrain, tu te poses assez vite la question comment elle va réussir à venir te le chercher, à venir le récupérer. Donc ça, c'est d'ailleurs un truc que Paris n'a pas réussi à faire dans ce match, ou pas avec constance, c'est-à-dire en première mi-temps, Paris n'arrivait même pas à sortir correctement de sa moitié de terrain et à mettre United dans ses 30 mètres. Par contre, les moments où United est forcé de reculer parce que tu as des circuits qui te permettent de bien progresser sur le terrain et de les obliger à défendre, là, c'est une équipe qui peut être mise en difficulté. Et c'est là où Leipzig, d'ailleurs, peut bien marcher face à eux, parce que c'est une équipe qui, généralement, dans les 2 premiers tiers, c'est exactement ce qu'elle a à faire. Ouais. Donc, United, est-ce qu'ils peuvent aller en quart? Déjà, ils peuvent aller en 8e grâce à leur victoire face au PSG. Ça les met quand même dans une situation plutôt intéressante pour la suite. Mais j'en ferai pas une équipe beaucoup plus forte qu'elle n'est après ce succès. C'est vraiment quelque chose de ponctuel, je pense, face au PSG, même si ça arrive une deuxième fois face à Paris. Mais là, c'est vraiment leur plan sur ce match-là qui a très bien fonctionné face à un PSG qui a été à l'envers, je pense. Deux choses, et j'arrête de parler, Christophe. C'est que malgré tout ce qu'on a dit sur la mauvaise construction d'effectifs de Manchester United, ils peuvent avoir au milieu de terrain Van de Beek, Bruno Fernandes, Pogba, Fred et McTominay, tu peux mettre un peu en dessous. Ils ont une richesse au milieu que Paris n'a pas du tout. Quand tu compares les deux milieux, c'est assez frappant. Et tu oubliais, Florent, dans les forces individuelles de Leipzig, le futur ballon d'or Angelino, puisque ce n'est plus Marcos Llorente, c'est terminé. Marcos Llorente qui va gagner le ballon d'or, c'est Angelino qui a marqué 4 buts en 5 matchs cette saison, alors qu'il est latéral gauche. Alors certes, d'une défense à 5, donc à 3 avec 2 pistons très hauts, mais qui met des buts en plus, franchement, à la Carlos Tevez 2015. Enfin, les 2 buts qu'il met là contre Başakşehir sont assez fous. Angelino, je vais pas dire mon poulain, parce que sinon Florent va me taper sur les doigts, mais notre poulain, Christophe, qu'on aimait beaucoup sur quelques matchs qu'il avait fait à City et ses débuts à Leipzig. Et le meilleur latéral gauche de City vient peut-être de signer à Leipzig finalement. Quand tu vois ses perfs là qu'il enchaîne depuis janvier, c'est très régulier et ça progresse à chaque semaine. Le truc, c'est que sa faiblesse, c'est défendre, et que dans une défense à 4, et ce qu'on lui demandait, il n'était pas parfait. Mais ouais, là, je crois qu'il est sur 4 buts sur ses 3 derniers matchs. Et effectivement, là, il met un super doublé, surtout le premier. Et il a 2 doigts de mettre une reprise de volée direct sur corner pour mettre le triplé en moins d'une demi-heure. Donc, excellent joueur. Mais c'est vrai que, juste pour conclure sur Manchester, où premier point, je suis pas sûr que... En fait, sur la richesse d'effectifs, je me pose des questions parce que je suis pas du tout convaincu par la capacité de Solskjaer à créer une identité reproductible semaine après semaine. Je pense qu'il est capable de faire des coups,
mais je vois pas trouver la meilleure utilisation de façon régulière pour un peu tous ces milieux, et je pense que ça va continuer à tâtonner et donc être assez irrégulier. Et puis effectivement, quand tu vois les matchs face à Tottenham et Brighton, vraiment sans aucune exagération, je pense que tu mets un Leipzig de bon niveau face à cette équipe-là. Je pense qu'il y a 4 ou 5-0 pour Leipzig, hein. Tu me diras, face à Tottenham, c'était le score, enfin quasiment, mais Brighton qui perd 3-2 après le coup de sifflet final avec un penalty, etc. Brighton, s'il y a un tout petit peu plus de réussite, un petit peu plus de talent, ça peut faire 5-1 ou 5-2, enfin voilà. Donc attendons, grosse variation d'une semaine sur l'autre pour Manchester. Mais là, tant mieux pour eux. Le pic, le meilleur match sans doute, s'est fait sur la Ligue des Champions. Donc tant mieux pour eux. On a déjà fait très long sur Paris. On veut basculer sur Rennes. Messieurs, performance beaucoup plus aboutie. Alors un point, c'est pas suffisant si on veut vraiment parler en termes comptables de qualification éventuelle sur le match a priori le plus domicile face à la plus petite équipe du groupe Krasnodar, qui en plus était notamment privé de Cabella, qui est l'un des éléments capables de faire la différence sur le plan individuel. Donc là-dessus, tu te mets un petit peu en difficulté pour la suite. Maintenant, tiens, je vais lancer Raphaël qui va peut-être parler du match plus que de la construction d'effectifs du côté de Rennes. Il y avait, on voyait ce que cette équipe voulait faire. Et elle prend un but un peu dommage parce qu'il y a une opportunité de 2-0 juste avant où Camavinga perd la balle en transition. Mais sinon, moi j'ai passé en tout cas un bon moment devant ce match et j'ai surtout compris à quoi servaient les joueurs, à ce que voulait faire l'entraîneur et quel était le projet de jeu. Non, franchement, c'était hyper intéressant. Et pourtant, on n'a pas été les plus dithyrambiques sur Stéphane depuis qu'il est nommé. Je pense même qu'on a été les plus sceptiques presque. Parce qu'on attendait de voir une identité collective se dégager, un projet de jeu plus fort que l'adaptation à tel ou tel adversaire. Et petit à petit, je trouve, notamment depuis que c'est passé en 4-3-3 avec cette association Nzonzi-Camavinga complétée par Bourigeaud ou par un autre milieu, parce que c'est peut-être lui qui est le plus à risque de perdre sa place un de ces jours. Je trouve ça très intéressant. Je m'excuse d'avoir parlé beaucoup de la construction de l'effectif du PSG, mais bon, les matchs en lui-même m'excitaient moins. Mais là, franchement, Rennes contre Krasnodar. Alors, je sais pas si c'est le contraste ou le fait de l'avoir vu tranquillement le lendemain ou le jeu, mais c'était vraiment très agréable. Il y avait beaucoup de mouvements dans les couloirs avec des déplacements synchronisés entre le relayeur qui peut attaquer la profondeur, l'ailier qui va décrocher, l'ailier qui va coller la ligne de touche, le relayeur qui va attaquer le demi-espace et inversement, le latéral qui va percuter intérieur parce que justement l'ailier est collé à la ligne. Il y avait plein de trucs intéressants. Il y avait des performances individuelles positives. Guirassy au jeu qui est toujours intéressant, qui pourrait un peu plus attaquer la profondeur peut-être. Ça devient un peu systématique ce décrochage, mais pourquoi pas. Terrier, que j'aime beaucoup, Chambray, qui a été vraiment bon, et en plus créateur, avec une belle vision du jeu, avec une belle finesse dans la passe, parce que franchement je ne lui voyais pas sur son passage à Lyon, en tout cas, je voyais pas ça chez lui, et qui a été très bon. Bon, Camavinga, un peu comme d'habitude, qui se place très bien dans le dos des milieux, et qui là-dessus est le Rennais le plus intéressant. Nzonzi, qui je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais a été énorme. Peut-être pas sur la première d'ailleurs où le Rennes maîtrise, mais sur la deuxième où il y a beaucoup de transitions, et j'ai l'impression d'avoir revu le Nzonzi de Blackburn qui cassait des lignes. Non, franchement, c'était un match hyper agréable parce qu'en effet, tu l'as dit, Christophe, on avait l'impression de voir ce que l'équipe voulait faire, aussi bien offensivement, avec, je l'ai dit, les mouvements dans les couloirs, les jeux à 3, les décrochages de Guirassy, et défensivement où tu avais un bloc hyper compact, aussi bien dans la largeur que dans la profondeur, quitte à parfois être en 1 contre 1 sur des renversements. Et à Marie Traoré, on a pas mal souffert parce qu'il y avait je sais pas si c'est Ramirez qui lui met la misère souvent ou si c'est Villénia qui se dézonait, je confonds un peu les actions. Je crois que c'est Ramirez qui a été bon contre lui. Mais franchement, match de niveau collectif Ligue des Champions pour Rennes. Après, il manque peut-être encore quelques individualités. Peut-être que l'entrée de Doku et l'intégration progressive de sa part vont apporter plus sur les prochains matchs. Mais après, sur le plan comptable, comme tu l'as dit en préambule, c'est une très mauvaise opération, ce qui est dommage quand tu vois le contenu du match. Florent, qu'est-ce que tu as rajouté à tout ça ? Moi, sur tout ce qu'a dit Raphaël, l'un des trucs qui m'a marqué, effectivement, c'est Nzonzi, qui montre dans ces matchs de Ligue des Champions, alors je sais pas si l'expérience est toujours un facteur qui joue, mais en tout cas sa capacité à hausser son niveau, en tout cas à se mettre au niveau de ces matchs-là. Et ça m'a, Raphaël parlait du Nzonzi de Blackburn, ça me rappelait aussi les matchs à Séville,
où l'équipe était, si tu prends les profils, assez déséquilibrés vers l'avant. Tu avais notamment des milieux avec Franco Vasquez, Banega, Sarabia qui avaient tendance à jouer assez haut, et Nzonzi qui était vraiment 6 meneur reculé. Au final, c'est lui qui donnait, je vais pas dire toute l'identité tactique à la rencontre et à son équipe, parce que Banega était super créatif, un cran plus haut. Mais en gros, c'est lui qui s'occupait de toutes les sorties de balles, qui donnait le rythme quand il fallait temporiser, quand il fallait casser des lignes, quand il fallait accélérer le jeu, vraiment allonger. Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment un bel ajout, parce que ça te permet d'utiliser Camavinga dans un autre registre, notamment sur un positionnement plus haut qui lui permet de faire ses frappes en début de match. Alors je trouve que Camavinga termine un peu difficilement le match, mais sur la première heure notamment, l'articulation du milieu est bien. J'ai envie de dire qu'avec ces deux-là, c'est pas comme si le troisième était... Enfin, tu pouvais mettre n'importe qui, mais j'ai envie de dire que la tâche est quand même assez facilitée. Là, c'est Bourigeaud, mais tu mettrais le meilleur Léa Siliki ou d'autres joueurs de l'effectif. Je pense que globalement, tu auras à peu près la même identité de jeu. Oui, c'est sûr. Non, ça fonctionnait très bien. Nzonzi pour équilibrer. Comme le disait Raph, le jeu sur les côtés, avec Terrier dans la fixation côté gauche, avec peut-être un latéral qui manquait un petit peu pour participer, mais bon, tu avais Terrier et Camavinga pour tenir la balle assez haut et pour combiner. Après, à droite, c'était plus du jeu à 3 avec Bourigeaud, Traoré et Del Castillo qui pouvaient changer à loisir de position. Traoré qui peut rentrer intérieur, Bourigeaud qui peut prendre l'aile pour aller jouer sur son pied droit et centrer. Enfin, pas mal de variétés sur les côtés. Dans le cœur du jeu, au-delà d'Nzonzi, moi j'ai envie de parler de Guirassy et d'insister sur son rôle, parce que à chaque fois ou presque que Rennes a voulu jouer intérieur, c'est passé par un déplacement, un mouvement de Guirassy. D'ailleurs, il est sur, je crois, à l'origine, c'est lui qui gagne un ballon, qui permet ensuite à Terrier de partir au but sur le penalty. Mais joueur capital dans l'effectif rennais, qui découvre la Ligue des Champions, qui fait un match, on va pas dire qu'il fait un match exceptionnel, parce qu'en deuxième mi-temps, comme tu le disais pour Camavinga, ça devient un petit peu dur aussi pour lui, je crois. Mais un match une importance énorme dans le jeu de Rennes, tant quand Rennes construit et cherche un relais intérieur, parce que c'est lui qui est recherché entre les lignes, mais aussi quand Rennes subit un peu la pression et est obligé de jouer plus direct et d'allonger, c'est lui aussi qui est cherché dans les airs. Et là, je pose une question en me projetant sur la suite, c'est que je pense pas que Rennes ait un deuxième joueur de ce calibre dans son effectif. Je pense pas que Mbaye Niang soit capable de faire ce genre de match. Et je me demande si Guirassy, qui va devoir enchaîner 7 ou 8 matchs en 22 jours, dont des rencontres face à Chelsea ou FC Séville, peut tenir la distance, tout simplement. S'il la tient, bravo, chapeau bas, rien à dire. Mais vu ce qui lui est demandé, je trouve ça assez énorme. Et du coup, je me pose la question de savoir s'il va tenir ou pas. Raphaël, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être qu'il peut y avoir des configurations, notamment sur des matchs de championnat, où tu prends pas, tu titularises pas Guirassy, et tu pars un petit peu plus sur la configuration de fin de match avec Doku, avec en gros, tu mets beaucoup de monde dans le camp adverse. Tu mets beaucoup de vivacité, plus de 1 contre 1, et finalement tu as un jeu un peu moins posé, un peu moins scolaire, et mettre plus de monde dans la zone de vérité, ce qui d'ailleurs réussit bien à Rennes, puisque si Rennes marque beaucoup de buts en fin de match depuis que Stéphane est arrivé, c'est aussi grâce à cette capacité à faire entrer des joueurs décisifs en fin de match et à mettre un petit peu de folie dans le camp adverse. Ouais, tu vois, je me disais, du coup, si tu veux retrouver un peu ce qu'évoquait Flo sur les décrochages et le mec qui va déclencher un peu tout en se rendant disponible à l'intérieur, est-ce que ce serait pas logique de jouer soit avec un vrai faux neuf, mais qui peut le faire dans l'effectif rennais? Je vois pas vraiment. Enfin, un vrai faux neuf, c'est débile comme phrase, mais parce que Guirassy est pas un faux neuf, c'est juste un neuf qui décroche beaucoup et qui joue en remise. Ou alors jouer carrément dans un simili-losange où tu vas remplacer Guirassy par un 10. Et là, je pense notamment aux jeunes comme Gboho, qui pourrait le faire sinon Grenier. Mais je sais pas s'il est considéré encore comme un joueur qu'il faut faire jouer. Mais tu vois, pour retrouver un peu cette idée que tu as un mec dans l'axe sur qui tu vas pouvoir t'appuyer, qui va pouvoir attirer du monde et libérer le ballon pour aller sur les côtés et trouver des joueurs lancés. Parce que c'était un peu ça que fait Rennes. Mais je suis en train de regarder qui y avait sur le banc rennais là et je vois pas qui pourrait le faire. En fait. Parce que t'as un milieu qui joue haut comme Unou, mais il a pas ce profil-là en fait. Il est assez fuyant et au final pour un simili-milieu, il joue presque plus comme un neuf renard des surfaces qu'autre chose, quoi.
Ouais, Unou, c'est particulier comme carrière quand même, hein. Parce que le mec se révèle limite milieu axial quand il démarre, et puis aujourd'hui, quand il joue, là, derrière, il est rentré en tant qu'attaquant Ouais. sur la fin de match. Ah oui, non, il joue attaquant depuis quelques temps maintenant. Donc, ouais, mais c'est Mais vraiment c'est avec un rare comme profil rebondissement. d'attaquant, quoi. Il a Oui, pas un oui, profil c'est- reconverti, il a un profil limite à la Pippo Inzaghi, quoi. Enfin, c'est très étonnant, je trouve. Bah, c'est comme si Marcos Llorente était devenu 9 en fait. Enfin, c'est là où là il est devenu 10, mais 9 c'est encore plus rare. Donc c'est une bonne question que Flo tu poses. C'est vrai que tu parlais de calibre, et c'est vrai que même dans le style en fait, tu vois, Nyang peut être très performant, mais comme tu l'as dit, il sait pas faire ça. Donc Younou sait pas le faire non plus. Est-ce qu'un Terrier, un Doku, un Del Castillo replacé pourrait apporter un peu de ça? Je vois pas trop. Je visualise pas le. Bah, Terrier a joué 9, mais c'est plutôt dans les attaques à 2, il me semble, en espoir. Et puis en Ouais, puis espoir, à la moitié du Ouais. temps, tu joues genre les Ferro et espoir, donc ça vaut ce que ça vaut, quoi. Puis autant pour prendre la profondeur, je comprends, mais un Terrier qui va décrocher, jouer Oui, de non, jeu en remise effectivement. ou touche. Et après au-delà de ça, par contre, parce que ça c'est une question qui se posera peut-être dans 2-3 matchs, parce que là ils vont sans doute pouvoir enchaîner avec cette équipe-là. Mais par contre, il me tarde de voir Guirassy face à la charnière de Chelsea ou face à la charnière de Séville. Je ne sais pas quel est le deuxième match pour les Rennais, parce que je l'ai pas sous les yeux. Bah, je vais te dire mais ça ça sera dans 5 secondes. C'est Séville à Séville. Absolument, mercredi 21h. Et bon, on verra déjà face à Koundé et Diego Carlos. Je sais pas si Koundé sera remis du Covid d'ailleurs. Ça sera peut-être un Est-ce peu que- juste. Est-ce que Flo, tu sais que tu es rémunéré même si tu ne parles pas de Koundé dans un podcast? Je suis pas convaincu. Bah, on va en parler la semaine prochaine de toute façon. Oui. Donc, Non, mais c'est vraiment dommage le nul, parce que quand tu vois qu'en plus de l'autre côté ça fait 0-0, tu te dis bon, cool, si on prend la victoire, on crée un petit truc, tu vas à Séville la semaine d'après si tu arrives à gratter un point. Et là, le nul à domicile contre Krasnodar, qui en plus avait quelques joueurs absents, Alors, je suis sûr que Stéphane arrivera à les motiver à relancer le truc, mais tu réfléchis à froid et t'es pas investi émotionnellement dans le truc, tu dis vraiment c'est con. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Surtout quand tu as la performance où ça finit, je regardais les stats à 20 tirs contre 10, et en fin de match, je crois que Flavien T a 2 fois l'occasion de marquer vraiment même sur une des dernières actions du match où il y a une énorme occasion. c'est Guirassy C'est sur Guirassy remise sur de une Terrier. Ouais. remise de. Ouais. Ah, c'est vraiment, vraiment dommage qu'un club français fasse une performance collective de Staccabi en Ligue des Champions et prenne pas plus de points. En revanche, Vas-y. avant de te laisser relancer, il y a une certitude, c'est qu'avec cette perf collective face à Krasnodar, tu sens quand même qu'il y a des principes, qu'il y a des certitudes, et que ce Stade Rennais, s'il affronte une équipe avec des principes collectifs, enfin sans doute avec des meilleurs joueurs, je pense surtout à Chelsea quand je dis ça, mais on va dire des principes de jeu collectif encore un peu flous, et un collectif d'ailleurs qui n'est pas forcément très bien rodé sur ce début de saison. Rennes a le profil parfait d'une équipe capable d'ennuyer Chelsea si c'est pas les taper directement. Après, ce qui est embêtant, c'est que Chelsea a une ligne offensive qui va éclater toutes les lignes défensives de ce groupe. Enfin, pas celle de Séville, parce que Séville c'est plus fort. Mais tu vois, si Amari Traoré, tu le mets en 1 contre 1 souvent, et qu'à la place d'être Ramirez, c'est Pulisic, c'est. Ouais, mais après, là-dessus, tu parlais tout à l'heure de Stéphane et de son côté adaptation. Je pense qu'il y aura aussi de l'adaptation et des ajustements qui font que on vivra moins cette situation qu'on l'a vécu face à Krasnodar, où là, face à Krasnodar, c'était vraiment, on verrouille l'intérieur, et en effet, le seul moment où on peut être vulnérable, c'est sur ces changements de jeu et ces renversements-là. Mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup, et deux, c'est vrai que Traoré aurait pu mieux faire sur certains, notamment celui où il fait des fautes un peu bêtes parce qu'il se fait avoir sur le rebond, des choses comme ça. Mais je me dis que Rennes, avec ses certitudes, sera loin d'être un adversaire ridicule dans ce groupe, à minima, et peut-être plus si affinité. Ouais. Le souci quand tu joues Chelsea, malgré tous leurs défauts, c'est que t'as Werner qui va attaquer à profondeur, t'as Pulisic qui va gagner ses 1 contre 1, t'as Havertz qui peut un peu tout faire, t'as Mount qui va arriver et se projeter. Et en fait, même malgré tous leurs problèmes collectifs, ils ont tellement de joueurs qui individuellement savent faire des choses différentes. Puis en plus, entre ceux qui sortent du banc, les Giroud et compagnie, qui sont, enfin, Aguerd et Da Silva sont plutôt pas mal. En plus, je trouve que avec ballon, ils apportent plutôt pas mal de choses pour des défenseurs de Ligue 1 qui d'habitude sont pas forcément encouragés à jouer vers l'avant. Mais ils ont pas beaucoup de profils Giroud, Tammy Abraham à défendre
sur la Ligue 1 ou des mecs aussi forts dans les airs et aussi bien dans les remises et déviations. Donc je suis curieux de voir en fait comment Chelsea va performer dans ce groupe parce qu'individuellement ils ont tellement de talent, mais collectivement je pense que c'est la 3e équipe du groupe, en tout cas la 3e mieux préparée ou la plus prête collectivement du groupe. Voire Ouais, 4e vu que Krasnodar a quand même peut-être plus d'ancienneté avec cet effectif-là. Tu vois, par exemple, si tu prends le calendrier de Chelsea depuis le début de la saison, bon, il y a ce 0-0 face à Séville, mais Southampton, ça fait 3-3. West Brom, même si je crois que c'est un gros hold-up de West Brom, ils doivent jamais revenir. Je sais plus si Christophe était devant ce match, il me semble. Oui, je l'ai vu, mais j'ai oublié, donc je vais retomber sur la feuille de match et ça va me faire remonter des souvenirs. Mais ça se termine à 3-3 aussi, contre Brighton, dont on parlait, qui était un très bon collectif de deuxième partie de tableau en Première Ligue. Ça fait un partout en tout début de saison. Enfin, voilà, il y a quand même des preuves, je pense, dans le championnat anglais qui font que cette équipe peut sans doute être accessible pour Rennes, vu leur dynamique actuelle et vu ce qu'ils ont montré sur ce premier match, où c'est plus le manque de réussite. Je crois qu'aux XG, ils sont à 2,55, ils terminent, contre 1,55 ou un truc comme ça, il me semble. Ouais. Je vais pas dire que je suis optimiste, je vais pas dire qu'ils vont les taper, mais je pense qu'ils peuvent vraiment leur poser des problèmes. Alors, quelques petites choses, effectivement, West Brom, je me souviens, West Brom mène 3-0, finalement, ça termine à 3-3 avec une égalisation c'est l'inverse, à la dernière seconde. Et c'est la première mi-temps catastrophique avec Thiago Silva qui marche à moitié sur le ballon, qui perd un ballon ridicule, et c'est des erreurs bêtes. Là où je te rejoins, Flo, c'est que, alors je dis pas que Rennes est favori face à Chelsea, mais au moins, je trouve que face à une équipe qui est en recherche d'identité, je sais pas sur quoi ils vont se fixer, peut-être 4-2-3-1, mais disons, je pense qu'il y aura des zones fortes et des zones faibles, et donc du coup, il y aura quand même une bataille tactique sur certains endroits où tu pourras peut-être dominer à 3 l'entrejeu, des choses comme ça, enfin sur certaines séquences en tout cas, alors que face à Séville, qui est aussi dans un 4-3-3 et qui me semble mieux armé individuellement, en fait, je vois pas où est-ce que tu feras la différence, et si ça se joue sur des plans de jeu un peu copier-coller, je pense que tu seras victime du fait que l'équipe en face me semble meilleure. D'ailleurs, je crois qu'elle est meilleure, sauf si les Rennais font tous une augmentation individuelle de niveau. Mais voilà, Séville a quand même gagné une Coupe d'Europe il y a quelques semaines. Donc si Chelsea était sûr d'un système en 4-3-3, par exemple, j'aurais donné aucune chance à Rennes. Là, je me dis pourquoi pas. À voir aussi notamment la question des latéraux. C'était Dimitri Krakers qui nous demandait ça, Louis Aurière. Il fait une longue question, mais en gros, il a trouvé Dalbert en difficulté et Traoré pas top non plus, avec Boé et Sopi qui sont derrière, Truffert également. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai qu'on était à peu près tous d'accord pour dire que notamment Traoré, c'était pas top. Je vais pas dire que c'est le point noir de ce match-là, parce que le point noir, c'est de simplement pas avoir gagné. Mais là-dessus, il y a peut-être des points d'amélioration aussi et des choses qui risquent d'être embêtantes face à des Souzo, Pulisic, des joueurs comme ça. Après, on l'a beaucoup vu négativement parce qu'il était souvent en situation de 1 contre 1, parce que ça renversait le jeu de son côté, tu vois. Que tu fais le même match et ça renverse de l'autre côté, je suis pas sûr que Dalbert s'en sorte mieux. Je suis même persuadé qu'il s'en sort moins bien, mais... Ouais. Voilà, donc c'est ça qui restera à voir. Mais comme l'a dit Flo, on peut compter quand même sur Stéphane pour s'adapter aux adversaires. Et comme vous l'avez dit, ils peuvent faire des trucs contre Chelsea. Ce qui est embêtant, je pense, c'est que les autres équipes vont pas forcément perdre 2 points à domicile contre Krasnodar. Et quand tu vois une équipe forte qui a cette force collective comme Rennes, tu as envie que ça soit récompensé, un peu comme les années précédentes avec d'autres équipes qui étaient moins fortes individuellement, mais qui collectivement montraient de belles choses. Je pense notamment au Slavia Prague, qu'on avait bien aimé, mais qui se faisait... ou Sparta, je sais plus. Je crois que c'était Slavia qui défendait à la médiane et qui courait partout. Voilà, mais qui prenait des scores de temps en temps. Voilà, et Rennes prendra pas forcément des scores, mais tu as envie que ce soit... Disons que par rapport à d'autres équipes françaises qui étaient peut-être mieux dotées individuellement, je pense notamment au Lille de Rudy Garcia qui par exemple va en Ligue des Champions, là c'est plus fort collectivement, mais tu as moins de top par ligne. Alors tu as quand même Aviga et Nzonzi au milieu de terrain, mais t'as pas les Hazard, Gervinho et compagnie que Lille pouvait avoir pour débloquer des matchs qui sont jamais d'ailleurs débloqués. Alors ça, c'est là que Doku sera peut-être intéressant. Ouais. S'il commence à enchaîner les matchs, parce que c'est vrai que sur sa rentrée, il apporte pas mal de percussions sur son côté droit, peut-être utilisable d'ailleurs ailleurs selon les oppositions et surtout les latéraux en face. Je pense que c'est un mec, Christophe t'en parlait cet après-midi, qui peut foutre un sacré bordel s'il entre en jeu en fin de match, surtout si tu le mets sur le côté faible de l'adversaire, parce que je pense que ce soit à gauche ou à droite, il a une cadence d'appui et une vitesse qui, à mon avis, doit lui permettre de faire des différences des deux côtés, soit en rentrant sur son meilleur pied, soit en débordant et centrant.
Ça répond à la question de Blaise, notre René du Discord, qui nous parlait un petit peu de tout ça. On a aussi un peu répondu à la question de Charles NDA sur le déficit d'expérience, le plafond, et tout ça. Une question de François Tomaso, auditeur très sympathique. Je me pose la question du niveau réel de Krasnodar. L'an dernier, Rennes n'avait pas montré de supériorité flagrante par rapport à Cluj. Idem il y a 2 ans face à Jablonec. Alors Rennes a bien sûr progressé, mais il est un peu, enfin la domination, d'hier face à un Krasnodar diminué l'interroge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe russe qui, selon Julien Maumont, à qui on va faire confiance, a mis 2 latéraux sur des postes d'ailier notamment, donc ça s'est pas forcément vu parce que le mec qui marque le but est visiblement un latéral. J'avoue ne pas avoir vérifié et ne pas trop connaître Krasnodar, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Est-ce qu'elle a effectivement les moyens d'en embêter l'une des 2 autres de ce groupe-là, ou est-ce que c'est relativement faible? Parce que par exemple, il y a des équipes sur celles qu'on connaît pas trop de l'Est, il y a parfois à boire et à manger, quoi. Il y en a qui sont vraiment faibles, il y en a d'autres, on y viendra après, l'Olympiakos, qui sait quand même jouer très très correctement au foot. Je pense que sur ce match face à Rennes, ils survivent parce que Rennes a des soucis dans la zone de vérité pour faire des différences individuelles. C'est-à-dire que Rennes s'est retrouvé souvent dans des positions où il manquait juste un dribble réussi, un petit enchaînement technique qui va permettre d'éliminer l'adversaire. Et là, on parle de la limite d'un Terrier qui a été très bon, mais qui, voilà, quand il va faire son crochet, le fait un peu lentement et se fait contrer au moment où il arme sa frappe. On peut parler de Del Castillo de l'autre côté. Et je pense que, en effet, si Krasnodar se retrouve dans la même situation face à une équipe comme Chelsea ou face à une équipe comme Séville, il y aura des talents supérieurs qui seront susceptibles de faire la différence s'ils sont dans la même position que le Stade Rennais. Après, voilà, on l'a dit tout à l'heure, Rennes a les occasions aussi pour enlever le match malgré ça, malgré ses difficultés à gagner des 1 contre 1, on va dire, dans la zone de vérité. Mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Après, leur 4-4-2, plutôt compact, j'ai pas grand-chose à redire dessus. C'était plutôt maîtrisé, plutôt bien compact, justement. Mais on va dire que c'est le football un peu de base, quoi, du 4-4-2, ouais, voilà, bien compact. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas de problème systémique majeur. C'est ça, il n'y avait pas forcément de problème structurel. Il y a assez peu eu de situations de déséquilibre. Donc tu sens que c'est une équipe rigoureuse et sérieuse sur le plan collectif, donc qui posera un problème à l'adversaire, on va dire, dans les 2 premiers tiers du terrain. Enfin non, dans le 2e tiers du terrain. Mais c'est vrai que s'ils se retrouvent acculés et que les adversaires réussissent à avoir des positions de 1 contre 1 avec leurs meilleurs joueurs face à leurs défenseurs, là, ça risque d'être très compliqué. Mais je ne sais pas s'ils pourront aller chercher des points contre Chelsea ou j'ai perdu l'autre, ou Séville. Mais j'ai du mal à imaginer non plus qu'ils prennent des cartons, quoi. Mais c'est vrai que là, le temps faible qu'ils subissent en fin de match avec l'entrée de Doku, etc., si tu mets Luc de Jong ou Tammy Abraham, je pense que là, il y a l'un des centres qui finit au fond, quoi. Je suis pas sûr qu'ils puissent tenir en bloc bas très longtemps, et j'ai peur pour eux qu'il y ait tous les matchs où minimum ils subissent un temps faible de 1/4 d'heure, 20 minutes, quoi. Donc on verra. J'ai la dernière question, il y en a d'autres, mais à laquelle je vais répondre moi-même car je ne vous fais pas confiance pour être court, de Alexis Karamazov. N'est-ce pas une erreur d'avoir Bourigeaud dans une position centrale alors que 2 de ses principales qualités sont les centres et renversements de jeu? En tout cas, on peut se poser la question, je trouve, à partir du moment où tu as notre ami Del Castillo sur le côté droit. C'est vrai que Bourigeaud est important au milieu de terrain. Maintenant, tu te dis, est-ce que l'écart entre lui et un autre milieu dans l'axe du jeu n'est pas inférieur à celui entre lui et Del Castillo sur le côté droit? Alors, je ne sais pas si Del Castillo a fait vraiment un très mauvais match par rapport à ses standards ou autre, mais je suis pas sûr. Je pense que lui fait partie de ces joueurs où il y a un plafond de verre et où le niveau Ligue des Champions est peut-être un petit peu haut, en attendant d'être démenti. En tout cas, sur son niveau actuel, je sais pas. Donc, c'est vrai qu'avoir un Bourigeaud qui balance des centres, ça peut aussi être intéressant parce que le jeu de tête de Guirassy ne sert pas qu'à faire de remise, il peut aussi être très important pour finir. Et j'ai un truc à rajouter juste là-dessus, sur Bourigeaud. Après, j'aime bien le relayeur qui est capable de se muter en ailier pour envoyer des bons centres. De Bruyne le fait très bien. Alors je compare pas Bourigeaud à De Bruyne, même si physiquement on pourrait jouer là-dessus. C'est du Chouaini première partie de carrière, Flo. Mais cette capacité-là, j'aime beaucoup parce que ça te permet justement de créer des combinaisons avec le latéral, avec l'ailier, ce que Rennes a fait justement sur ce match.
Et si tu as un relayeur qui est capable d'être un très bon centreur, le Séville aussi l'a fait avec Sarabia. On parlait du FC Séville tout à l'heure. C'était le cas de Sarabia avec Machin. C'est une variété que personnellement j'aime beaucoup parce que ça crée une incertitude supplémentaire sur le mec qui va centrer. Et je préfère avoir un relayeur qui est capable de faire ça qu'un relayeur qui est obligé de rester intérieur, rester entre les lignes. Et à ce niveau-là, si De Bruyne est aujourd'hui peut-être le meilleur joueur à ce poste-là dans le monde, je pense aussi que c'est en grande partie grâce à ça. C'est pas faux, mais c'est vrai que ça demande quelques habitudes de jeu, mais tu fais bien de le préciser parce que si tu arrives à mettre ça en place, ça peut être très intéressant et puis tu peux faire descendre comme De Bruyne sans être obligé d'aller coller la ligne de touche, juste en t'excentrant un petit peu pour changer légèrement l'angle de passe. Dernier match des clubs français, je pense qu'on va pas faire très très long là-dessus, rien contre Marseille, et puis ils auront des adversaires de plus gros calibre, on va dire, qui nous permettront de débriefer les affiches. Mais là, c'était il y a quelques minutes, quelques heures maintenant, parce qu'il est pas loin d'1h du matin, la défaite face à l'Olympiakos 1-0. C'est vrai que j'ai pas trop donné les scores des autres matchs, mais bon, j'imagine que vous êtes tombé dessus. Un but à la 91e sur une tête d'un entrant que je vois appeler Coca, qui s'appelle aussi Ahmed Hassan, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Parce qu'il s'appelle Coca sur Soccer, ouais, c'est peut-être un de ses surnoms. Florent, Raphaël était devant Liverpool, oui. Donc on a regardé ce match tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à cette équipe de Marseille depuis plusieurs mois, parce que j'ai du mal à m'intéresser au travail du coach. Et là, c'est quand même pas mal dans cette droite lignée. C'est-à-dire que tu peux à la fois attaquer certaines individualités, te dire que Benedetto... peut-être qu'au niveau à Huracan ou je ne sais pas où il aurait marqué ce face-à-face, mais qu'un joueur de Ligue des Champions doit marquer là-dessus. Mais en même temps, les problèmes vont quand même au-delà des individualités. Je trouve qu'elles sont pas non plus toutes mises dans les conditions de briller. Ouais, non, c'était très compliqué ce match, très compliqué à suivre, surtout quand la journée, justement, tu prends Rennes Krasnodar, où tu as deux équipes assez cohérentes, assez compactes qui s'affrontent, avec des niveaux de jeu différents, des individualités différentes, évidemment, mais une certaine cohérence des deux côtés. Là, ce match entre l'OM et l'Olympiakos, c'était beaucoup plus compliqué à suivre, c'était beaucoup plus étiré en termes de blocs, même si l'Olympiakos maîtrisait à peu près son 4-4-2 médian quand Marseille mettait pas trop de rythme, même si tu pouvais le déformer quand même assez facilement, ce 4-4-2, notamment sur les côtés avec des latéraux un peu trop agressifs à mon goût et donc pris dans leur dos. Mais c'est vrai que ce match de Marseille, c'est difficile d'en tirer quelque chose. Moi, je les avais vus le week-end dernier face à Bordeaux. Et si leur succès n'était absolument pas surprenant, tu pouvais quand même te poser des questions sur ce qui avait été proposé concrètement dans le jeu. Parce que je crois qu'en termes de XG, c'est assez catastrophique. Malgré un penalty obtenu, je crois qu'ils étaient à 0,9 ou 0,8, 0,9 à la fin. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de choses de créer au-delà de ça. Et là, sur ce match, j'ai l'impression que... au-delà de ce qu'a pu offrir l'Olympiakos, notamment la grosse occasion de Benedetto qui est offerte par une très mauvaise remise de El Arabi de haut jeu, qui finit sur Thauvin, qui lance Benedetto. Je n'ai pas l'impression que l'OM ait réussi à aller chercher quoi que ce soit en construisant quelque chose, quoi. Il y a eu... j'ai même pas souvenir d'un bon mouvement côté marseillais. Alors on voyait en effet qu'avec la balle, ils cherchaient à déformer leur 4-3-3 avec Payet qui rentrait à l'intérieur, avec Thauvin à l'intérieur, les latéraux pour amener la largeur. Enfin, quelque chose d'assez scolaire, mais surtout beaucoup de monde à l'intérieur, dans l'axe. Mais dans quel but ? C'est-à-dire, ok, on met du monde dans l'axe, mais dans l'axe, les mecs qui y sont combinent très peu entre eux. Combinent dans quel but ? Est-ce qu'on met dans l'axe pour trouver quelqu'un dans la profondeur ? C'est-à-dire appui sur Benedetto qui remet sur Payet, qui va lancer Thauvin en profondeur dans l'axe ? Ou est-ce qu'on fixe dans l'axe pour finir sur les côtés, sur des centres ? Enfin, tu vois le truc de base, mais ensuite on en fait quoi de ça ? Et j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, non, mais c'est pas la première fois, mais c'est vrai que je vois limite un Gay, alors dans un autre registre, mais qui sort un peu du lot sur certaines phases parce que limite il transcende un peu les consignes de base. Mais sinon, je vois pas trop quelles sont les consignes. C'est ça qui m'embête pour l'ami AVB, Villas-Boas, qui est quand même un coach qui au départ avait des idées très tranchées sur le jeu. Alors ça peut se diluer un peu avec l'âge,
mais je me souviens encore de quand il allait presser le PSG très haut. Alors ça n'avait pas fonctionné, mais au moins tu sentais un parti pris. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que il n'avait pas forcément construit là-dessus sur les semaines suivantes. Et là, j'avoue que ça fait partie des cas. Alors, je dis pas que c'est un mauvais entraîneur, que c'est n'importe quoi, qu'il faut s'en séparer, même si, voilà, je serais supporter marseillais, je serais pas forcément content d'avoir à la tête de mon équipe actuellement. Mais en fait, j'arrive pas, et ça m'énerve, honnêtement, même si je suis pas parti pris, à voir ce qui est travaillé pendant la semaine, en fait. Et c'est-à-dire qu'il y a des plans de jeu qui sont assez sommaires, mais tu dis, enfin, ça peut être une idée, hein, mais bon, on va libérer Payet pour que Payet fasse des centres ou qu'il obtienne des coups de pied arrêtés. Ou alors, on va faire en sorte de charger un côté pour renverser sur Thauvin à l'opposé. Thauvin va jouer 5 contre 1, il va revenir dans l'axe, il va frapper. Tu vas finalement pas mal te reposer sur des individualités et c'est moins joli que des joueurs qui combinent, qui créent des espaces ensemble, comme ça peut être notamment le cas de Rennes, mais au moins tu vas appuyer sur les forces de certains joueurs qui, comme Thauvin, ont largement le niveau de la Ligue des Champions. Et là, je vois même pas ça, donc c'est-à-dire que chaque joueur a un peu son occasion de briller, mais t'as l'impression que c'est un peu de l'improvisation et cet effectif-là n'a pour moi pas du tout les moyens de se reposer sur de l'improvisation, parce que même si c'est meilleur que l'Olympiakos individuellement, il y a certains mecs dans le camp d'en face, notamment Valbuena. T'en as qui sont genre Rafinha avec son short relevé à Nicolas Palois et sa crête, alors qu'il a une trentaine bien avancée. Je suis pas sûr que ça soit... Tu sens le gars qui s'est dit je sors du Bayern, je quitte l'Allemagne et sa rigueur, je me lâche. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, autant Rafinha, c'est un nom, mais je suis pas sûr que ça soit encore un top joueur. Autant Semedo, en charnière centrale, c'est très fort. Et je pense que s'il avait pas eu des gros soucis judiciaires, où je pense qu'il peut déjà être content d'être en liberté. À mon avis, il serait pas l'Olympiakos. C'est Valbuena, pareil, qui fait la passe décisive. Alors, je pense qu'il est quand même aussi aidé par le plan de jeu et qu'à Marseille, il aurait eu plus de mal dans cette équipe-là. Mais tu sens là aussi qu'il y a un vrai joueur de qualité. Et c'est ça dont tu as besoin pour une équipe comme l'Olympiakos, qui est cohérente collectivement, mais qui a pas non plus des idées lumineuses. C'est parfois d'avoir un ou deux joueurs capables de transcender tout ça. Et eux, pour le coup, laver, c'est peut-être là-dessus simplement que ça bascule de 1-0 en leur faveur plutôt que 0-1. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux comparer à Krasnodar, c'est un 4-4 un peu moins compact, un peu moins discipliné. Les lignes sont un peu plus étirées à plusieurs moments, mais il y a ces 2-3 talents qui vont t'allumer le match et te permettre de jouer plutôt bien au football. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Valbuena a été très très bon sur ce match, toujours dans le même registre qu'on lui connaissait lorsqu'il était en Ligue 1, que ce soit à Marseille ou à Lyon. C'est ce registre du numéro 10 qui va aller être très mobile sur les côtés et qui va s'ajouter pour combiner avec le milieu excentré et le latéral et tenter de trouver des décalages comme ça, se mettre en position de centre, etc. Et sur ce match, j'ai juste pris un chiffre qui est assez parlant quand même, c'est que Valbuena, sur ses, je crois, 56 passes, en fait 36 qui arrivent ou sont dans le dernier tiers. Et pour comparer, Thauvin en fait 20 et Payet en fait 11. Donc je pense que c'est quand même assez clair sur le rendement des trois là, de ces trois joueurs, et surtout sur à la fois l'importance de Valbuena dans le jeu de l'Olympiakos, qui a lié un peu tout ça sur les côtés et permis à l'Olympiakos de vivre dans le dernier tiers, parce que des 4 joueurs les plus avancés, je pense que c'était le seul qui avait une certaine qualité technique pour permettre à l'Olympiakos de construire quoi que ce soit dans ces zones-là. Les autres étaient plus dans un profil de percussion et à l'Arabie de finition. Et en face, voilà, ça montre un peu l'indigence de la perf marseillaise, quand Payet, qui est censé être vraiment ton meneur, met 11 ballons dans le dernier tiers sur 90 minutes, tu peux quand même te poser pas mal de questions, à la fois sur son rendement, mais aussi sur ta capacité à le trouver dans des positions où il va pouvoir te mettre dans cette zone du terrain. C'est assez embêtant de voir que Payet et Valbuena sont des joueurs qui ont un profil quand même relativement similaire sur ce côté un peu meneur, qui peuvent s'excentrer. Alors voilà, c'est pas des copies conformes, mais il y a certaines similitudes. Valbuena, je crois qu'il doit avoir de tête 4 ans de plus, peut-être 36, 32, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 36, ouais, Valbuena. Et Payet, 31, 32, 32. Et Payet, je vais regarder de suite. J'aurais dit 33. C'est 33, ouais. 36, 33. Je suis injouable à ce jeu. Mais c'est vrai que tu es totalement intouchable à ce jeu. Mais il y en a un qui est encore plus mobile que l'autre.
et qui a peut-être un meilleur pied et qui en tout cas a un projet de jeu qui permet de plus le mettre en valeur. Donc c'est là-dessus la comparaison, je trouve, est pas trop à l'avantage de Payet. Quand tu vois Valbuena qui est encore capable de répéter les efforts à 36 ans, même si voilà, il court pas partout, mais c'est relativement cohérent. C'est aussi lié à l'entraîneur, à ce qui lui est demandé. Hein, mais bon, moi ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu déçu. Et d'ailleurs, on peut juste mentionner le fait que, heureusement pour l'OM, Madi Camara n'était pas là. Parce que c'est quand même une de leurs principales forces offensives. Et je pense que si tu ajoutais Camara à cette équation, le score aurait été peut-être un peu plus large. Et en tout cas, disons que l'Olympiakos aurait eu plus d'occasions, je pense, parce que c'est vrai qu'au-delà de Valbuena, il y avait quand même dans les 30 derniers mètres et pendant la majeure partie du match une certaine sensation disons que c'était très laborieux l'Olympiakos dès qu'ils arrivaient dans la zone de vérité. Et je pense que les limites techniques de certains joueurs y étaient pour beaucoup. Ouais. Pour trahir un secret, tu as un moment comparé ça à du CC foot. Leur capacité à rater les contrôles une fois qu'ils approchaient du but adverse. On va pas faire plus long sur Marseille aussi, au-delà du match aussi, parce qu'il y a un Marseille-Manchester City mardi prochain, que ça va vite s'enchaîner, que je pense que ça sera peut-être l'un des leads du prochain épisode. On va tout de suite relancer Raphaël, qui écoutait ça bien sagement, pour dire quelques mots de Liverpool-Ajax. Oui. Victoire de Liverpool 1-0 sur un CSC de Tagliafico, c'est ça ? Oui, sur une frappe de Mané. Sur une frappe de Mané, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce match ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Moi, j'étais intéressé par Kudus, finalement, il sort blessé au bout de 10 minutes, donc c'est partie remise. Non, mais intéressant aussi bien du côté de Liverpool que du côté de l'Ajax, parce que bon, l'Ajax, ça fait quelques temps qu'on les a pas forcément vus, mais il y a toujours des joueurs intéressants. Je vais commencer par Liverpool avec en défense centrale pour remplacer le Van Dijk, dont j'ai appris par Florent la possible fin de carrière juste avant le podcast, et je pense que c'est aussi pour ça que je saigne de la veine des deux poignets. Je viens de me suicider en fait en entendant cette nouvelle. Fabinho qui a été très très bon, comme il l'avait été contre Chelsea lorsqu'il avait joué en défense centrale. Alors là, il n'avait pas les mêmes adversaires, parce que c'était pas un joueur comme Werner qui jouait dans cette zone-là, mais il y avait surtout du Tadic et un peu de Quincy Promes qui est entré à la place de Kudus, mais qui a été encore très bon, meilleur que Gomez même, qui fait un sauvetage sur la ligne sur un piqué de Tadic par-dessus Adrian, assez impressionnant. Liverpool s'en sort correctement, parce que c'était un match très ouvert. Christophe, tu m'avais demandé un résumé sur Facebook très rapide, je t'avais dit match très ouvert. Ça se voit pas forcément dans les expected goals, parce que j'ai vu c'est 1,2 contre 1,3 ou un truc comme ça. Mais dans les transitions, dans la vitesse, le rythme et tout ça, et le nombre de fois où les deux équipes sont allées dans les surfaces adverses, je pense que ça se voit. J'ai pas les stats sous les yeux, mais ça finit quand même à 16 tirs pour Liverpool et à 12 pour l'Ajax. Passe réussi 75 des deux côtés. Il y a eu pas mal de ratés parce que les deux équipes allaient très vite d'un but à l'autre. Donc match plutôt sympa. Et du côté de l'Ajax, alors il y avait pas mal de talent. Il y avait Schurz derrière, ou je sais pas comment il faut le dire, Schurz, je sais pas. Mais en tout cas qui est très bon. Défenseur central, droitier, 20 ans, excellent relanceur, qui panique pas du tout sous pression. Je pense qu'ils ont lâché Botman parce qu'ils ont mieux à venir, ou déjà mieux dans l'effectif selon eux. Mais ils auraient pu faire une bonne défense centrale avec l'association des deux. Là, c'était Martinez qui était axe gauche. Défenseur central de 1m75, il faut le noter. Qui est lui aussi très bon sous pression. Il y avait toujours Tagliafico côté droit, Tagliafico côté gauche, Mazraoui côté droit, qui profite du départ de Dest pour se réinstaller titulaire. Gravenberch au milieu, plutôt pas mal. Avec un profil. Je sais pas si vous voyez le profil, le gabarit du joueur. Il est grand, oui, il est moi, oui. 1m90, mais par contre il a la technique la gestuelle, c'est du Tillmans, donc c'est assez particulier de voir un mec aussi grand être aussi propre techniquement. Il y avait Klaassen qui était de retour, il y avait Daley Blind au milieu de terrain, et puis tu avais Neres qu'on avait un peu perdu de vue depuis l'épopée de l'Ajax où il avait été très bon, qui avait été annoncé d'ailleurs au PSG un moment il me semble, après ce parcours, qui était encore bon là, dans le 1 contre 1, dans la vitesse, etc., qui était performant. Comme tu l'as dit, Kudus est sorti, donc on a quasiment rien vu de lui. Quincy Promes est entré, Tadic était encore là, était bon. Et derrière, ça a fait entrer des joueurs un peu, soit des espoirs, soit des joueurs très confirmés. Par exemple, je ne savais pas que Huntelaar joue encore au football. Ben, en fait, il est de retour. J'ai l'impression qu'il est à l'Ajax, il revient à l'Ajax tous les 2 ans. Ben, il est entré en fin de match. Il y avait un certain Lassina Traoré aussi. Enfin, je crois que c'est Oui. Lassina.
qui marquait énormément de buts avec la réserve. Et ce qui du coup m'a perturbé parce que quand on entendait les coachs et quand Eric Ten Hag a dit Lassina, bah, j'ai pensé à l'autre Lassina Traoré que nous on a connu en Ligue 1 et je me suis dit non c'est pas possible et en fait non c'était pas lui du tout. Il y avait aussi Ekkelenkamp qui était rentré dans un match très agréable. Alors je suis pas sûr que ce soit très positif pour l'Ajax qui a mangé énormément de transitions notamment en première période et qui a eu de la chance que Robertson et Mané ne soient pas plus concrets dans les derniers mètres. Vu la poule qu'ils ont, je pense que contre l'Atalanta, ils peuvent en manger pas mal. Vu que l'Atalanta a l'air d'être parti encore très fort. Mais je suis soulagé pour Liverpool qu'ils soient allés gagner ce match à l'extérieur, malgré les absents, malgré la difficulté et la période post-Van Dijk qui, je pense, va être compliquée à gérer là. Parce que dans cette poule où ça va être compétitif et où je pense que les 3 équipes, Liverpool, Ajax, Atalanta, seront à peu près du même niveau pendant quelques semaines, d'être allé gagner le match à l'extérieur, c'est très très bien pour Liverpool qui aurait pu très bien le perdre. Florent, avec toi, on va faire un dernier vrai focus sur un match. Alors, il y avait notamment une affiche là ce soir, mais puisqu'on enregistre à chaud, on n'a pas eu le temps de revoir ce Bayern Atlético, mais à 4-0, bon, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à dire? Je ne sais pas. On y reviendra peut-être dans le prochain épisode si on a le temps de voir ça en replay. Toi, c'est la défaite du Real 3-2 à domicile au Stadi Di Stefano, leur petit stade de la réserve face au Shakhtar. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ce match avec un Shakhtar qui mène 3-0, qui se fait peur en fin de match puisqu'il y a un but du 3-3 qui est refusé au Real dans les arrêts de jeu, alors qu'il y avait pas mal d'occasions de break du Shakhtar. Alors, les gens qui auront vu les buts vont beaucoup rigoler, notamment sur le 3e but du Shakhtar avec l'ami Eder Militao qui avait décidé de faire grève et de ne pas courir. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, peut-être du côté du Shakhtar notamment, où il y avait pas mal de bons joueurs, alors qu'il y avait, je crois, une petite dizaine d'absents, dont 9 titulaires à cause du Covid. Oui, et un de ces titulaires qui était présent, c'était Marcos Antonio au milieu de terrain, petit milieu de terrain, 1m68 je crois, oh, pardon, 1m68, soit entre 63 et 65 kilos je crois, un tout petit gabarit, mais exceptionnel sur le terrain, exceptionnel en première mi-temps particulièrement, où le Shakhtar a adopté une tactique plutôt logique quand tu sais qu'il se déplace avec 9 absents. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment décidé d'attendre assez bas le Real Madrid, sauf qu'avec le ballon, ils n'avaient pas peur de repartir bas, mais de repartir très court. Ce qui fait que ça a obligé les Madrilènes à sortir très haut, notamment les défenseurs centraux, Militao et Varane, mais qui sont sortis très haut en se retrouvant parfois, voire même plusieurs fois, devant leurs latéraux. Donc, ce qui a offert des situations assez ubuesques au Shakhtar. La première occasion de Marlos, c'est une situation où ça part en jeu direct et en effet Militao et Varane sont dans le camp adverse alors que Marcelo et Mendy sont dans leur moitié de terrain et du coup Marlos s'en va jusqu'au but et bute justement sur Courtois. Et ensuite d'autres mouvements où le Shakhtar simplement démontre sa qualité pour remonter la balle tranquillement malgré des soupçons de pression à gauche à droite, mais franchement un Real qui pressait pas ensemble, c'était pas coordonné, ça n'a pas fonctionné du tout, et donc le Shakhtar qui récitait un petit peu son jeu pour remonter le terrain et arriver dans des positions à son avantage, et finalement marquer avec un beau travail du latéral gauche Koriyenko, il me semble le nom, latéral gauche de 21 ans, qui a été plutôt intéressant sur ce match. Bref, une vraie petite balade du Shakhtar sur la première mi-temps, et première mi-temps que je conseille à pas mal de monde pour voir simplement leur approche, c'est-à-dire le fait de défendre, en effet. Tout le monde est bossé lorsque la balle était perdue, on bossait assez bas, mais quand on repartait, on n'avait pas peur de repartir très court. À toute proportion gardée, ça me faisait penser au projet de Puel à Saint-Etienne, qui insiste pour relancer court, à partir du gardien de but, quitte à avoir des milieux qui décrochent très bas, parce que l'idée c'est de profiter de la profondeur lorsqu'on arrive, on va dire, à 40 mètres de nos buts, on cherche de suite un appui remise pour la profondeur. Là, c'était même pas aussi rapide, mais l'idée de remonter ce terrain-là et de remonter court malgré la pression de l'adversaire, ça c'était plutôt très bien fait. Donc oui, une belle victoire du Shakhtar qui en plus, alors certains retiendront en effet que le Real aurait pu revenir à 3-3, à un Vinicius près devant le gardien de but sur la dernière frappe de Valverde. Par contre, à 3-1, il y a des balles de 4-1 pour le Shakhtar, et à 3-2, il y a aussi des balles de 4-2 pour le Shakhtar,
qu'ils ratent en deuxième. Ils ont été moins efficaces en deuxième qu'en première. S'ils l'avaient été, ça aurait pu finir à 5-6 assez facilement. Donc ça permet aussi de se rendre compte de la performance défensive cataclysmique du Real. Quant au volet offensif, il n'y a pas eu grand-chose de proposé en première mi-temps. L'entrée de Benzema puis celle de Vinicius ont apporté un plus en deuxième. Mais évidemment, ça n'a pas suffi à 3-0. Deux derniers mots sur les matchs qui se sont joués là, ce mardi et mercredi. Le premier, Dynamo Kiev-Juve, victoire 2-0 de la Juve. Florent, juste pour dire qu'on n'a pas vu grand-chose de cette Juve-là qui porterait la patte de Pirlo. Autant sur les premiers, il y avait des choses intéressantes sur l'animation avec, sans ballon. Autant là, pas une énorme maîtrise, doublé de Morata quand même pour gagner le match, mais ça se joue presque plus sur certaines individualités que sur un projet de jeu très défini. Hein. On n'a rien appris de particulier sur la capacité de Pirlo à transformer cette équipe, je trouve. Non, pas pour l'instant, non. Après, moi, je n'avais même pas vu les premiers matchs où tu avais détecté des promesses, donc je peux même pas me prononcer là-dessus. Il y a même pas en fait, j'ai même pas la déception d'un côté. Ah, ils avaient bien démarré et là, ça propose plus grand-chose. Donc, je peux encore moins me prononcer que toi. Mais c'est vrai que cette victoire était... Bon, ils ont fait l'essentiel, ils ont pris les points, mais sur le plan du jeu, il n'y avait pas grand-chose à retenir, en effet. Puis bon, Dynamo relativement faible malgré tout. C'est essayer de relancer sous pression, mais... Beaucoup plus faible que le Shakhtar, par exemple. Ouais, non, là, c'est... Mais vraiment, sur le premier mi-temps, ils contrôlent le tempo, parce que la Juve ne presse pas vraiment, donc je crois qu'à la mi-temps, c'est quelque chose comme 54% de possession à 46, mais il me semble qu'ils ont un tir, et ils ont même pas beaucoup de situations dans le dernier tiers. En gros, avoir la possession, ça leur permettait de se protéger et de pas concéder grand chose. Mais une fois que t'avais un peu cassé la première ligne de pression ou fait reculer la Juve, qu'est-ce que tu faisais? Pas forcément les joueurs capables de faire beaucoup de différence dans les tiers de terrain adverse. Et le dernier mot, vraiment très court, Salzbourg Locomotive, que j'ai vu pendant que toi tu regardais le Real. De partout, déception pour Salzbourg, qui fait une deuxième période bien meilleure que la première. La première, c'était assez moyen. Mais la deuxième, ils ont joué beaucoup plus haut, ils ont vraiment étouffé le Locomotive. Malheureusement, alors qu'ils mettent le 2-1 à la 50e, sans qu'ils avaient égalisé juste avant la pause. Leur pressing se relâche un petit peu et puis ils prennent un but un peu stupide à la 75e, ça termine à 2-2. Donc voilà, pour ces équipes-là, je pense que ça va se compliquer un peu pour la qualif. Alors moi, je suis plus sensible à Salzbourg parce que j'aime bien leur projet de jeu, mais là, avec l'Atlético, le Bayern ne sera pas touchable. L'Atlético, tu peux dire que s'ils ont pris 4-0, il y a peut-être quelque chose à faire. Maintenant, commencer par un nul quand tu es dans une poule avec deux grosses équipes, c'est assez embêtant. Mais voilà, Salzbourg, plutôt intéressant, mais surtout en deuxième période. Mais c'était pas les projets de jeu radicaux que tu pouvais avoir il y a encore même un an sur la première partie de saison quand ils avaient affronté Liverpool ou autre. On sent quand même qu'il y a un peu moins de talent. Et là, par exemple, Daka sur ce match. Autant j'aime bien Szoboszlai, je prononce très mal le jeune hongrois, autant Patson Daka, notamment en pointe. C'est pas mal, je pense, à l'échelle de l'Autriche. Maintenant, en Ligue des Champions, je suis un petit peu sceptique. Il rate notamment une balle de but. Donc voilà, ce petit match que j'ai vu, et également un but d'Eder. Salut le Eder qui est toujours là, toujours à jouer des coupes européennes et qui a marqué un but de la tête sur corner. Et un petit mot juste, parce que j'ai le match devant moi depuis le début du podcast quasiment. Sur City Porto. Sur City Porto. Parce que je l'ai en télé aussi. Ouais. Dont j'ai donc découvert la première mi-temps, là, puisqu'on est à la 53e minute exactement de la rediff. Et je sais pas ce que t'en penses si tu jetais des coups d'œil. Mais ça finit à 3-1. Je suis allé voir les XG de Porto, ils finissent à 0,28. Mais ils ont eu un nombre de situations où ça chauffe devant la surface, ça passe devant le but, il y a des sauvetages de Walker ou des trucs comme ça. City s'en sort pas trop mal sur le 3-1 parce que ça peut basculer à 2-1 assez facilement, j'ai l'impression, ce match. Ouais, je trouve aussi. Et puis Fernandinho s'est visiblement blessé, donc qui sera également absent plusieurs semaines. Donc ça va t'obliger à jouer avec Rodri, sachant qu'en défense, il me semble que tu n'as pas Ake, que tu n'as pas Laporte. Enfin voilà, ça va fixer Rodri en 6 et ça va t'obliger à garder une charnière. Alors t'as encore des défenseurs, hein, mais ça sera Ruben Diaz, je sais même pas qui sera l'autre. Je sais même plus qui était l'autre là sur ce match. Là, donc je regarde, mais je suis pas ultra attentif. Mais voilà, c'est pas
City ne va pas rouler sur tout le monde, je pense, dans les prochaines semaines. Ou alors Porto est vraiment plus intéressant qu'on aurait pu l'imaginer. À voir, on aura des réponses dans les semaines à venir. Alors que c'était Eric Garcia, évidemment, qui jouait ce match, puisqu'il n'est pas parti du côté de Barcelone. C'est tout pour la Ligue des Champions, avant la prochaine, puisque ça va s'enchaîner, ça ne va pas s'arrêter avec ce calendrier compact. Il y aura beaucoup d'épisodes consacrés aux Coupes européennes, mais on va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, où je n'ai plus en tête ce qu'on a fait la semaine précédente. Je crois que j'ai fait 1 sur 2, j'en suis même quasiment sûr, puisque j'avais mis une victoire de Lille face à Lens. Là-dessus, il n'y a pas eu de gros problème. Je sais plus ce que c'était l'autre, mais je ne pense pas avoir eu bon. Florent, j'ai peur que tu aies fait un 0 sur 2. Est-ce que je te juge trop vite ? Non, je crois que c'était ça. J'avais de leur buteur, mais qui a dû sortir. Montpellier et Duadis très vite face à Monaco, donc c'est tombé à l'eau. Même s'ils sont sortis de ce match avec un point, il me semble. Je me rappelle même plus. Oui, un partout. Et l'autre pari, par contre, je ne saurais pas m'en rappeler, donc je pense pas que ce soit passé. Généralement, les paris que j'ai réussi, je me rappelle. Donc, oui, ça, on est zéro. Nous ne sommes que des hommes avec nos faiblesses. Et effectivement, on a tendance à plutôt se souvenir des bons moments. Tu vas avoir l'occasion de te relancer tout de suite avec des matchs de Ligue 1 sur les 4 matchs là. Il y en aura 3 de Ligue 1. Il y a notamment un match de Bordeaux, évidemment, puisque tu devais bien parier sur Bordeaux avec un pari très positif, ma foi. Oui, pari très positif. Alors que Bordeaux va affronter Nîmes ce week-end. Après une défaite à Marseille, c'était ça mon autre pari, c'était 0-0 à la mi-temps, Marseille-Bordeaux. Mais le match a été débloqué par Thauvin dès la 5e minute. Donc, après, il n'y a eu qu'un but, hein. Mais voilà, c'est pas passé. Donc, ce week-end, Bordeaux retrouve, on va dire, son championnat, pour reprendre les propos de Benoît Costil après la défaite face à Marseille. Et son championnat, c'est d'affronter Nîmes, qui risque d'être un concurrent direct. On ne sait pas pourquoi pour l'instant, mais voilà, d'après Costil, c'est le championnat de Bordeaux cette saison. En même temps, on s'y attendait un petit peu. Mais je me dis que face à Nîmes, justement, les Bordelais risquent d'avoir un peu de mal, parce qu'on a dit quand même pas mal de bien depuis le début de la saison de l'équipe de Jérôme Arpinon, pour pas mal de choses, tant dans les intentions que dans certains résultats. Et c'est vrai que c'est une équipe qui reste quand même sur une victoire face à Montpellier, dans le fameux derby. Ils ont réussi à accrocher un point à Lyon, ils ont pris un point face à Lens, qui tourne beaucoup mieux que Lyon cette saison. Lens, face à qui Bordeaux n'avait absolument pas existé. Donc pour toutes ces raisons-là et la forme récente nîmoise, je me dis que le match risque d'être quand même beaucoup plus compliqué pour les Bordelais que ce qu'ils ont pu faire face à Dijon, où ils se sont imposés 3-0 sans vraiment forcer. Et donc, je ne serais pas surpris que Nîmes soit capable de faire un upset, on va dire, de poser un problème à Bordeaux. Et donc, je pars sur, non pas la victoire nîmoise, parce que je ne suis pas si joueur que ça, et ma grosse cote, je la garde pour le deuxième pari, mais simplement jouer victoire de Nîmes remboursée si égalité. Alors, il me semble que la victoire sèche était aux alentours des 3,60, 3,70. Et la victoire remboursée si égalité est à 2,40. Donc voilà, si Nîmes gagne à Bordeaux, je prends 2,40. Et sinon, en cas de match nul, mon pari sera remboursé. On va lancer Raphaël tout de suite, faire un petit ping-pong sur un match de Ligue 1 également. Lyon-Monaco. Oui, Lyon-Monaco, Christophe. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro et du coup, j'ai mis un peu de temps à répondre. Lyon-Monaco, qui est un match de dimanche soir. Je vais commencer par mon pari pour le justifier après. Monaco à 4,20. Je suis parti là-dessus déjà parce que la cote me paraît quand même assez forte. Quand tu enlèves l'aspect domicile extérieur, puisqu'il n'y a plus de public. Bon, alors certes, il y a le déplacement des équipes, mais bon, maintenant, elles se déplacent très vite. Tu fais plus 8 heures dans un bus. Donc ça nuance un peu que cet aspect-là. Monaco est plutôt pas mal sur ce début de saison. Alors ils ont galéré un peu contre Montpellier, mais il y a quand même des bonnes choses collectivement et individuellement. Il y a des bons joueurs. Lyon est en statistique avancée la meilleure équipe du championnat. Sur Understat, c'est l'équipe qui devrait être en tête. Mais parce que notamment ils ont fait des grosses stats offensives sur 2-3 matchs, notamment là contre Strasbourg. Ils finissent à plus de 4 XG, alors que d'autres matchs ils finissent à 0,80 ou 1,20, où ils accumulent des toutes petites occasions pour finalement avoir des bons scores. Mais quand tu regardes certains de leurs matchs, notamment celui sur lequel j'avais écrit contre l'Olympique c'était contre Marseille, je crois que j'avais écrit.
où ils avaient finalement été en manque de créativité dans le dernier tiers. Ils avaient eu beaucoup de mal à se créer des occasions, à créer des décalages intéressants. Donc je pense que contre Monaco, ils peuvent à la fois souffrir de ça, de cette difficulté sur attaque placée, et aussi du danger monégasque sur les transitions, équipe qui en plus, lorsqu'on avait vu le match contre Rennes, avait montré aussi quelques séquences intéressantes avec ballon sur là aussi des attaques placées. Donc c'est un match qui me semble assez équilibré, et vu que la cote est à 4,20, je me dis tant qu'à rater un pari, autant que je le rate avec panache. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si ça passe sur un malentendu, tu gagneras beaucoup plus. Voilà. C'est exactement ça. une théorie qui se défend. C'est-à-dire, vise la lune, au pire, tu rates et tu tomberas dans les étoiles. Exactement. Ton deuxième pari, Florent, c'est PSG Dijon. Ouais, PSG de Dijon. Tout à l'heure, je parlais de Bordeaux qui en a mis 3 sans forcer à Dijon. Dijon qui est une équipe en très grande difficulté depuis le début de la saison. Seulement 2 points pris et surtout des prestations assez catastrophiques. Je pense qu'on a tous assisté à un match au moins de Dijon cette saison où c'était très compliqué. On n'a pas tous assisté à un match de Dijon, c'est là que tu te trompes, Florent. Christophe, oui, parce qu'il est plus professionnel que toi. Et on s'en souvient quand on voit les matchs de Dijon, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont... Enfin, on s'en souvient pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils sont oubliables, mais on ne les oublie pas. Alors, ils ont certes réussi à accrocher le Stade Rennais quand même la semaine dernière avec un match nul 1 partout. Ils avaient aussi pris des points à Montpellier dans un match un peu plus enflammé, un peu plus ouvert, vu les XG que j'ai sous les yeux. C'était terminé à 2 partout. Mais là, c'est quand même le PSG. Le PSG qui sera sans doute un petit peu énervé et qui pourra passer ses nerfs, je pense, sur la lanterne rouge. Non, ils sont peut-être même plus lanterne rouge. Je me demande si Reims s'est pas passé derrière. Bref, ça c'est un détail. Tout ça pour dire que Paris a quand même toutes les cartes en main pour faire un petit carton pour se rassurer, pour se rassurer avant la Ligue des Champions. Et je serais pas surpris aussi que sur ce match-là, un mec comme Moïse Kean, qui a fait ses premières apparitions avec Paris sur les 2 dernières rencontres face à Nîmes et donc face à Manchester United, puisse débloquer son compteur et marquer ses premiers buts. Si toutefois il est aligné, mais c'est ce que j'espère justement, ça fait partie du pari, d'espérer que Kean joue ce match et le débute pour avoir pas mal de minutes, plutôt que de rentrer en fin de match et de n'avoir qu'une demi-heure pour marquer les 2 buts que j'espère qu'il va marquer. Voilà. Donc Kean en doublé sur ce match. J'avais regardé d'abord les doublés de Mbappé, de Neymar, sauf que le doublé de Mbappé est à 2,80, le doublé d'Icardi est à 3,20, et puis j'ai vu le doublé de Kean à 6. Donc là aussi, un peu comme Raphaël, un peu de panache, parce que si Kean est en pointe, je vois pas pourquoi il aurait moins de chances de marquer 2 buts que Icardi, par exemple, sur ce match-là. Donc, je pars sur le doublé de Moïse Kean à 6. Et puis voilà, tout simplement. Pour les curieux, s'il met un seul but, c'est à 1,90. Donc, je trouvais ça pas assez panache. Donc, je suis parti sur le doublé. Ouais, sachant que Dijon a plutôt bien fini contre Rennes. C'est-à-dire que le fait de revenir au score n'était pas forcément illogique sur la dynamique de fin de match. Je pense que c'est l'un de leurs meilleurs matchs. Malgré tout, ça reste quand même friable à la fois collectivement, individuellement. Enfin là, le match de Chala, notamment, je crois qu'il sort à la mi-temps. T'as quelques joueurs où parfois tu te demandes quel est leur vrai niveau, est-ce qu'ils sont pas adaptés ou est-ce qu'ils ont pas du tout le niveau Ligue 1, mais c'est vrai que Dijon pour l'instant c'est pas foufou. J'ai envie de te lire un truc, Christophe, parce que je suis sur Oscord sur la fiche de Dijon, qui a des algorithmes qui donnent les forces et les faiblesses. Je vais commencer par les forces. Créer des opportunités de frappe lointaines. C'est la seule force de Dijon. Est-ce que c'est une force ? Et je vais lire les faiblesses. Garder la possession du ballon, terminer leurs actions de but, défendre contre des attaques menées sur les ailes, défendre contre des tirs de loin, protéger leur avance au tableau d'affichage, empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but, les duels aériens, les erreurs individuelles, les coups de pied arrêtés et éviter de commettre des fautes dans les zones dangereuses. Le football, quoi. Et le style de jeu de Dijon, c'est attaquer sur l'aile gauche, tenter des tirs de loin et jouer dans sa propre moitié de terrain. D'accord. Écoute, ça me fait penser à David Moyes qui, en sortant d'un match de Manchester United, avait dit il faut vraiment qu'on travaille la défense et l'attaque. Il n'y a rien à rajouter là, c'est très beau. On va finir avec toi, qui est en bonne forme malgré l'heure assez tardive. En plus, tu vas te charger du montage, donc t'es pas encore couché. Ah là là. Et c'est un happy bet. C'est un happy bet, où tu as précisé ça dans ton pari, un happy bet sur le match entre Aston Villa et Leeds.
Oui, un happy bet. Alors ça consiste dans le fait, pourquoi happy? Parce que si un des deux joueurs que je vais citer ne joue pas la moindre minute du match, le pari est remboursé. C'est la bonne nouvelle, parce que comme mes paris ne passent pas, il vaut mieux qu'ils soient remboursés. Et donc, alors je sais pas encore comment PMU les met en place, pourquoi, etc. Il y a des matchs où il y en a, des matchs où il y en a pas. Mais sur Aston Villa Leeds, il y a des happy bets. Et le mien, c'est que Ollie Watkins, donc l'attaquant d'Aston Villa, ou Patrick Bamford, l'attaquant de Leeds, un des deux sera le premier buteur de ce match. C'est à 3,40. C'est un match qui arrive bientôt, je crois, parce que c'est un match de vendredi ou de samedi après-midi, je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. Je crois que c'est vendredi, parce que de tête, je crois que j'avais vu que Leeds jouait et lundi en dernier match de la journée précédente et vendredi en premier match de la journée suivante. C'est ça, c'est vendredi à 21h. Vendredi 21h. On sera peut-être devant la télé, d'ailleurs, Christophe, pour regarder ce Aston Villa Leeds. Sans doute. Donc, pour regarder Grealish contre Rafinha. Voilà, donc premier buteur pour un de ces deux mecs qui aligne pas mal depuis le début de la saison. Bamford qui est plus efficace en Première Ligue qu'en Championship, ça ne s'explique pas. Et Watkins qui a martyrisé Liverpool lors du 7-2 d'il y a quelques jours. Le dernier match de Van Dijk qu'il a pu terminer en tout cas. Alors je sais pas combien de buts il a marqué depuis le début de saison. Watkins, 3 buts pour Watkins. Et Bamford, je sais pas si vous avez une idée de... 3. Je crois qu'il marque sur les 3 premiers matchs, mais... Bon, bah voilà. Raison de plus pour qu'un de ces deux mecs soit le premier buteur de ce match, c'est à 3,40, sachant que c'est quand même un match que j'imagine à but entre ces deux équipes. Aston Villa a marqué 12 buts depuis le début de la saison. Leeds en a marqué 9. On a encaissé 9 aussi. Aston Villa n'en a encaissé que 2 contre Liverpool. Ça, c'est assez impressionnant. Mais contre Leeds, qui offensivement est quand même une machine qui tourne bien. Et je vérifie en même temps combien de buts a marqué Bamford. Et Bamford, c'est 3 buts et une passe D depuis le début de la saison. Donc voilà, à 3,40, ça me paraît pas fou. J'espère juste qu'il va pas y avoir un but, je sais pas, de Click ou de Elder Costa à la 8e minute et que ça va complètement me foirer mon pari. On te le souhaite. Merci messieurs. Florent, petit point programme, petit point calendrier, à la fois en gratuit et sur notre Patreon. Déjà le prochain gratuit, est-ce que ça sera même jour, même heure, dans une semaine? Et tout à fait. Après les deuxièmes journées, donc, qui verront Marseille face à City, Rennes face à Séville et le PSG contre Başakşehir, je crois, il me semble. C'est possible, je n'ai pas vérifié, mais je te fais Je crois que confiance. c'est ça. Et peut-être d'autres matchs aussi, ici ou là, en fonction du programme et des emplois du temps de chacun. Donc voilà, on arrivera mercredi soir pour enregistrer, avec publication évidemment chez tout le monde jeudi matin au plus tard. Et puis côté Patreon, on revient vendredi avec la FAQ qui traîne un petit peu parce qu'on n'a pas eu de... J'avais un début de semaine très chargé, donc je pouvais pas la faire personnellement. Donc voilà, on fait ça vendredi. Peut-être qu'on la fera un peu plus longue pour compenser l'attente. Et ensuite, on pensera à se tourner vers la finale suivante des sagas U20. Finale qui opposait le Brésil et l'Espagne, je crois. Jolie finale en plus. Portugal. Je crois que le Portugal, pardon. Pour finir à 3-2. Avec la victoire du Brésil. Mais donc voilà. C'est quoi, c'est 2011 là? On arrive à 2011. C'est ça, on est en 2011, ouais. Ah bah après, c'est l'équipe de France du coup. Exactement. Oh là là. C'est ça. C'est là, bien on foutu. aura un triplé de Oscar, qui porte le nom de mon chat et qui a un peu disparu de la circulation après un début de carrière très intéressant, notre ami brésilien. J'aime bien dire notre ami quand j'ai pas grand chose à dire sur quelqu'un, ça met un petit peu de proximité. Merci. Tu devrais faire comme Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi, Christophe, tu devrais dire je l'adore. Sachant que Jean-Luc Reichmann a dit ça récemment de Aya Nakamura, de Mimi Mati et de Pinochet. Le mec adore tout le monde. D'accord. Après, il l'a dit de Quesada à l'époque. Donc, Je l'avais en tête, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Effectivement, le maître de midi n'a pas toujours été. Il y a eu des maîtres de midi plus controversés que d'autres. Mais oui, je t'avoue que je ne regarde pas cette émission. Je regardais parfois Nagui, le pharaon de midi. Mais quand tu peux plus bouger, quand tu peux plus sortir de chez toi parce que tu peux pas te déplacer, tu découvres des programmes. Oui, bon, après tu peux en découvrir de meilleure qualité. T'es pas non plus obligé. Mais bon. Après, on reste quand même sur ta théorie, on va finir le podcast là-dessus, qui est qu'il va falloir que tu t'inscrives parce que tu es révolté devant le niveau des candidats, et donc il suffit que tu sois pris, en gros, pour potentiellement gagner une fortune parce que tu seras contre des gens beaucoup moins cultivés que toi. Mais ma copine m'a inscrit, hein. J'attends juste le casting. Ce dont j'ai peur, c'est d'être pris et d'être ridicule.
Et du coup, genre, je n'y survivrai pas. Tu vois, de pas passer au 12 coups de midi. Genre, j'ai beaucoup de respect pour mon ami Hugo Monnier, que je vais citer encore pour lui faire plaisir, qui a fait 2 fois question pour un champion, une fois une arrivée en finale, contre je sais pas qui, Ça met la pression. Micheline sans doute ou quelque chose comme ça. Il y a eu un tournant dans la finale, il a pas su répondre présent, mais déjà d'aller en finale, quand la question pour un champion, quand t'as 3 fois. Après, il a eu un thème foot, au 4 à la suite. Le mec est journaliste ouais, foot, bon. journaliste sport, il a eu un thème foot. Donc bravo à lui. Est-ce que c'est truqué parce que le mec bosse à France Télé? Peut-être. Mais en tout cas, il a été bon. Alors que moi, si je passe au 12 coups de midi et que je suis pas bon, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Les questions, c'est combien il y a de touches de 0 à 9 sur une calculette, et t'en as qui répondent, je sais pas, du beurre, tu vois. Donc ça n'a aucun sens, cette émission. J'ai jamais vu ça. Il y en a une qui a dit... Il y avait une question, c'était quelle est la langue en Inde? Et il y a une femme qui a répondu Indila. Ah, comme... c'est pas une chanteuse? C'est vrai, pour moi, c'est une chanteuse. Je confonds avec Singila. Et la même personne avait dit quel est le petit ou l'enfant, je sais plus comment ça avait été tourné, de la poule. Elle avait répondu évidemment la poulette. Ah, évidemment. Ou la poulette. Ouais. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est un aspect humoristique, ça, on pourra pas te l'enlever. Ça peut détendre quand on est immobilisé par les ligaments croisés. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on se quitte, 1h45, c'est très long. Donc, vous avez beaucoup d'écoute, beaucoup de temps pour écouter ça d'ici la semaine prochaine. Je commence à fatiguer, à ne plus savoir faire de phrases, donc je m'arrête ici. À très vite, on se retrouve sur toutes les plateformes, sur Twitter ou autre, si vous voulez converser avec nous sur le Discord, n'hésitez pas également, peut-être même que Raphaël va passer un jour sur le Discord, qui sait. Donc voilà, à très vite, à la semaine prochaine, bye bye. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.